Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. J'ai une heure et demie devant moi. Ça fait très longtemps qu'on doit faire un question-réponse et que je n'avais pas trouvé le loisir de le faire. Il y a des questions qui datent j'ai même la date dessus, du 13 janvier. Alors je suis vraiment désolé pour ceux qui les ont posées. Effectivement, il y a un petit temps de retard, un petit temps d'inertie. Mais bon voilà, on y est enfin et on va essayer de les traiter toutes dans une foulée, ces questions. Comme je dis toujours, c'est pas pour me poser en tant qu'autorité ou quoi que ce soit, c'est une réflexion qui est en cours, et vous l'avez compris, une réflexion qui est en cours sur les véritables besoins de l'humain. Et on essaye, au travers de ces multiples exemples, de les illustrer. Parce qu'au final, on en revient toujours à ça. Mais quels sont les véritables besoins de l'humain? Parce que on peut proposer des produits, on peut proposer des modes alimentaires, on peut proposer des techniques quelconques. Mais si on ne s'en réfère pas au corps et aux besoins de l'humain, on a tout raté. Et ça, c'est l'une des problématiques. J'étais à Paris là, récemment pour donner le stage, qui a été un superbe stage. Je tenais vraiment à remercier les personnes qui y étaient, particulièrement pour la participation à la vidéo pour les 5 ans de Régénère. Ça a été une vraie grande joie. Un stage très dense. Et je me faisais la réflexion, finalement à Paris, j'ai été très surpris de me rendre compte que le Wi-Fi est massifié. C'est-à-dire qu'il y a du Wi-Fi partout. Et j'ai même vu une pub pour un fabricant d'ordinateurs qui disait légitimement, il disait mais écoutez moi j'ai pas envie d'avoir des fils partout, j'ai pas envie d'avoir des fils à la patte, j'ai envie d'être libre avec mon ordinateur et donc je désire que la Wi-Fi soit massifiée. Alors dans l'absolu, je comprends parfaitement, moi aussi j'ai envie de me poser n'importe où, t'imagines en pleine campagne, en pleine montagne, là où t'es bien, tu vois, et tu te poses au bord d'un torrent et puis tu as tes emails et ainsi de suite, c'est très bien. Sauf que on peut pas s'arrêter là, il y a un coût à cette technologie, il y a un coût. Et c'est pour ça que le fait de ne plus accepter aucune autorité, de se croire son propre décideur, son propre maître, son propre ordonnateur d'une certaine manière, c'est très dangereux. Parce que si tu ramènes ça au corps, ou à Dieu, selon ta croyance, mais tu peux simplement le ramener au corps, ça marche aussi. Si tu le ramènes au corps et à la création de ce corps, tu te dis, ok, le Wi-Fi, ok, pouvoir me connecter à tout moment, c'est excellent. Ok, mais qu'est-ce que ça a comme coût pour le corps? Le problème, c'est que de plus en plus, on ne le ramène pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on veut, et puis il n'y a pas de contre-pouvoir derrière. Donc à ce moment-là, effectivement, le génie humain, le génie technologique humain est immense, et il n'y a pas de frein. Et c'est bien la problématique. Et dans ces vidéos, on se pose toujours la question, ok, tout ce qu'on a là, pas de problème, mais est-ce que c'est bon pour nous? Je veux dire, est-ce que c'est adapté? Donc on va poser la question au corps pour se demander, est-ce que c'est adapté? Et effectivement, quand tu vois l'état actuel de la population, particulièrement au niveau psychologique, psychiatrique, psycho-émotionnel, mais physique aussi, obésité, diabète, maladies auto-immunes, cancer, tu te dis, il y a quand même une forme de légitimité à poser ces questions. Non, parce que effectivement, la modernité qu'on nous vend, vous savez, on découpe toujours l'histoire, Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne et époque contemporaine. Et puis il y a toujours, ça m'a fait rigoler parce que j'ai écouté une conférence encore récemment, il y a l'espèce de Moyen-Âge qui est une période, une espèce de trou noir, tu sais, où tout est noir, les hommes s'abusaient les uns les autres, il y avait les esclaves, les serfs qui vivaient sous la dépendance du maître, puis c'est une étape sombre de l'histoire humaine. Mais ça encore, c'est de l'idéologie massive, une réécriture de l'histoire. Tu te rends compte surtout que le Moyen-Âge, c'est un âge où il n'y avait pas l'argent roi, où les échanges étaient autres que marchands, où la spiritualité était énorme et où la spiritualité occupait le devant de la scène et que finalement l'époque moderne et qui plus est l'époque contemporaine, c'est avant tout l'histoire d'un monde sans Dieu, sans référent. Et l'homme est tout puissant. L'homme est tout puissant, mais l'homme est paumé. L'homme est paumé parce que livré à sa toute puissance, il est comme un enfant d'une certaine manière qui aurait à sa disposition un clavier immense sans personne pour le guider là-dessus et sans référent. Et c'est bien le problème, on est sans référent, absolument sans référent. Et quand on constate les dégâts que ça fait, on se dit il y a un gros problème. Effectivement, il y a énormément de dégâts. L'état physique de nous-mêmes, de nos contemporains, est catastrophique, réellement catastrophique. Alors, pas là pour faire du catastrophisme, c'est juste une conscience claire des conditions dans lesquelles nous vivons et de ce qu'il faut faire. De ce qu'il faut faire pour que ça change. Et c'est là toutes ces questions, c'est là tout cet enseignement. Parce que c'est ce que je dis souvent en stage. Je dis, on pourrait très bien passer la première demi-journée et je vous dirais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Sauf que ce que je vais donner, ce sont des règles générales. La règle, elle ne peut être que individuelle.
Donc ces règles générales, elles vont peut-être cadrer pour 30, 40, 50% d'entre vous, mais il y en a 50% qui vont rester sur le carreau. Alors que si on passe 2 jours facilement, les 2 premiers jours de ces formations de 3 jours par exemple, à poser les principes de base de fonctionnement de physiologique du corps humain. Ensuite, les règles, c'est à chacun de les intuiter, comme on dirait, d'une certaine manière, à partir de ces principes. C'est pour ça que dans ces cours, on ne fait pas d'individuel, on pose des principes. Et chacun élabore sa règle à partir de ce principe. Et ça évite de dire, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, en se posant en autorité, comme toujours, avec du pouvoir, et en ayant au moins une chance sur 2 de se planter, parce que on ne connaît pas définitivement la vie de l'autre, on ne connaît pas son histoire, son passé, on ne sait pas comment il vit à l'intérieur au niveau émotionnel, au niveau physiologique, on ne sait pas vraiment, ce n'est pas les symptômes qui vont nous renseigner. On voit dans ces cours à quel point les symptômes sont les pires indicateurs de notre état de santé. Le problème, c'est qu'on a fait une approche médicale de la maladie qui est purement symptomatique. Donc en fait, on a bâti sur un critère qui est faux. Le symptôme n'est pas du tout un bon renseignement de l'état de santé. Combien tu as entendu parler de personnes qui sont régulièrement malades, en vérité, ils font des symptômes et qui finalement ont une très grande longévité. Et à l'inverse, des personnes qui vont très bien, c'est-à-dire si tu décodes, ne font pas de symptômes et qui d'un seul coup se claquent un cancer à 42 ans. C'est bien que le symptôme n'est pas une preuve. L'exemple que je donne souvent, c'est ok, tu fumes ta première cigarette, tu tires, ou tu commences à cracher, tu tousses, ça c'est un symptôme. Est-ce que tu es plus malade que quelques jours après où tu vas arriver à fumer ta cigarette sans tousser? Bien sûr que non. Donc le symptôme n'est pas un critère. Et à l'inverse, tu peux prendre quelqu'un qui a une absence totale de symptômes, combien il y a d'histoires comme ça, absence totale de symptômes, et maladie neurodégénérative, et cancer, et sclérose en plaques, et troubles lourds, qui arrivent d'un seul coup comme ça, et puis on dit d'où ça venait. Alors, si tu n'as pas conscience que le symptôme ne dit rien, tu as l'impression de vivre dans un monde qui marche à la roulette russe. C'est-à-dire d'un seul coup, au dé. On tire les dés et puis t'es pas tombé sur le bon nombre. Tant pis, manque de chance, tu reviendras la prochaine fois. Ça, c'est une espèce de monde arbitraire, aléatoire, pervers d'ailleurs, dans lequel tu vis. Mais cette perversion, elle n'est pas innée dans ce monde. Cette perversion, elle est liée au fait qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas les règles. Et donc le but de ces vidéos, le but de ces stages, le but de tout mon travail, c'est d'illustrer ces règles de façon simple, extrêmement simple, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, s'approprier ces règles et décider ensuite s'il veut jouer le jeu ou s'il ne veut pas le jouer. Tu as le droit de ne pas jouer le jeu. Par contre, tu sais très bien que si tu ne joues pas le jeu, tu vas te manger le mur. Après, tu ne pourras pas accuser le mauvais sort. Tu vas te manger le mur. C'est un peu comme si, bon, ça ne m'arrive pas, mais imaginons un soir, je sors avec des copains, je peux décider de boire de l'alcool, par exemple. Ça ne m'arrive plus, je n'ai pas envie, parce que j'ai connaissance aussi des effets sur mon organisme, et je sais très bien comment je vais me réveiller le lendemain matin, mais je peux boire de l'alcool. Par contre, quand je vais me réveiller le lendemain matin, je ne vais pas dire « Oh là là, que je n'ai pas de chance et tout ». Non, je me suis mis la tête à l'envers la veille, bon voilà, j'assume les conséquences. Et puis après, peut-être que j'adopte une attitude, je jeûne ce jour-là, je me mets à la diète, et puis ça va passer. Mais j'arrête de me plaindre, de se poser en permanence en victime. Et ça, c'est le truc, c'est qu'on nous a appris à nous poser en victime. Alors le problème, c'est que quand on se pose en victime, on cherche un coupable. Et on cherche un bourreau. Une victime n'existe pas sans son bourreau. Donc on cherche un bourreau. Et régulièrement, on tape sur telle institution, sur telle institution, sur telle institution. Mais on a la médecine, les dirigeants politiques, on a l'éducation, que l'on laisse faire. Parce qu'on cherche en permanence des bourreaux sur lesquels taper pour rouspéter. Ils sont nécessaires. Par contre, il y a une façon de sortir complètement de ce jeu-là. C'est la responsabilisation. C'est-à-dire prendre la connaissance et assumer la responsabilité. Pour moi, c'est ce que j'appelle passer à l'âge adulte. Passer à l'âge adulte en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de choix politiques, en termes de choix sociétaux. Passer à l'âge adulte et prendre des responsabilités. Alors ouais, ça veut dire que tu ne vas pas rester ta journée dans un canapé à attendre, à regarder passer la télé, quoi. Non, c'est clair que tu vas te mouiller, tu vas rentrer dedans. Et pour la santé, c'est exactement ce qu'on fait. C'est pour ça que je suis à chaque fois ravi de voir autant de monde aux formations, parce que c'est une façon effectivement de dire je prends 3 jours, je prends 6 jours, où je pourrais passer mon temps à me reposer. Tout non, je passe 6 jours à passer beaucoup de temps par jour, à être dans un travail intellectuel important pour changer de paradigme et m'investir. C'est-à-dire je mets de l'argent sur ma santé. Et on ne parle pas de maladie. D'ailleurs, ça a beaucoup surpris les gens dans le cours à Paris. On ne parle pas vraiment de maladie. À la fin, on les entrevoque. On dit, tiens, le diabète, à quoi ça correspond? Mais en vérité, on ne parle pas de maladie. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de physiologie, des paramètres qui permettent d'établir la bonne santé. Parce que nous sommes promis
à cette bonne santé. On y est promis, on va dire, par défaut. C'est notre nature même. Et c'est ce qu'on a oublié, c'est ce qu'on ne nous a pas dit, c'est ce qu'on nous a occulté. Donc là, nous, on est là et puis on se dit, ah si j'étais en bonne santé. C'est pas un aléatoire, c'est est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que la bonne santé naturelle innée qui est propre à ton organisme puisse advenir. Et on se rend compte effectivement que par exemple des choix de société comme la massification du Wi-Fi ne vont pas dans le sens du bien-être et de la régénération. C'est même une entrave majeure à la régénération. 4 jours passés à Paris, je peux vous dire que je les sens passer, moi qui n'y suis pas exposé au quotidien. Après, il y a toujours un phénomène de tolérance, d'entrée en tolérance. À force de te taper sur le doigt, tu ne sens plus la douleur. Donc tu tapes, tu prends le Wi-Fi, tu prends le Wi-Fi, et tu dis ah non, j'ai pas de symptômes. Et alors le symptôme ne dit rien. Tu n'as pas de symptômes. Et alors, qu'est-ce que tu sais? Moi, par contre, malgré le fait que tu n'aies pas de symptômes, je peux te dire ce qui se passe dans ton organisme. Ce sont des hautes fréquences qui amènent à une agitation des molécules d'eau. Tu es composé essentiellement d'eau. Donc, à l'intérieur de ton corps, c'est du micro-ondes qui est en train de se passer. Voilà, c'est en train de cuire d'une certaine manière. Il y a une agitation moléculaire, y compris dans ton système nerveux central, qui est quand même le point névralgique de ton fonctionnement nerveux. Eh bien, à tous les niveaux, ça commence à s'agiter. Ça s'agite à cause de ces réseaux électromagnétiques. Et ça, c'est indéniable. Tu auras beau sentir ou ne pas ressentir, c'est indéniable. Tu ne peux pas t'y opposer, parce que c'est la réalité. Il suffit de s'intéresser à n'importe quelle recherche sur les réseaux électromagnétiques. Tu n'as personne qui va te dire « Ah, mais les réseaux électromagnétiques sont anodins et ne font rien sur l'individu. » On sait très bien que les hautes fréquences agitent les molécules d'eau. Par contre, ensuite, il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour minimiser. Pour dire « Ah ouais, mais bon, c'est pas si grave que ça, et ainsi de suite. » Ok, mais quelle autorité ils ont? Et surtout, quel intérêt ils représentent? C'est ça la question à se poser. Et toi, pour pouvoir rétorquer à ces personnes-là et faire des choix en conscience, dire moi j'en veux pas, le dire individuellement, le dire collectivement, il faut la connaissance. Alors les vidéos, elles sont là pour ça. On est dans ces vidéos, les stages, les formations, donc je tiens à repréciser. On sera encore pour 3 jours à Bruxelles, c'est la première fois qu'on va en Belgique. Le 1er, 2, 3 avril, vous avez tous les renseignements sur le site Régénère. En mai, je crois que c'est quasi complet. Déjà, on sera à Bruaille, c'est-à-dire au nord de Lyon, enfin, dans le Grand Nord, quoi, quelque part, pour un Catalan, passer Rivesaltes, aller passer Narbonne, c'est vraiment le Grand Nord. Donc, on sera dans le Grand Nord, au-dessus de Lyon. Et puis, on y sera encore en septembre pour le niveau 2. Et puis, on sera en octobre en Catalogne pour des stages 6 jours pour changer de vie. Et je vous y attends, l'équipe vous y attend avec grande joie. Parce que là, c'est l'essentiel de ce qu'on fait, quelque part. C'est là où ça prend son sens. Parce que la communication par vidéo, elle est très importante. Je donne tout en vidéo, mais participer à un stage, c'est incomparable. Toutes les personnes qui assistent, d'ailleurs, le disent. Et d'ailleurs, souvent, je dis en début de stage, je dis, écoutez, même si vous avez entendu les vidéos, vous allez avoir l'impression peut-être qu'on dit la même chose. Moi, je vous mets au défi. Si à la fin du stage, vous avez l'impression que vous n'avez rien appris, que cela n'a servi à rien, on vous rembourse. Tout simplement, parce que je suis tellement sûr de mon coup que le fait de présenter tout ce modèle physiologique d'une manière structurée, concrète. Alors je ne dis pas que je ne suis pas structuré, mais dans les vidéos, ça part, il y a des sujets, il y a des thématiques. Si tu n'as pas embrayé dès le début, il y a 5 ans, il y a 850 vidéos, tu ne vas pas suivre toutes les vidéos. Dans les stages, on ficelle tout ça. Et pour moi, c'est un apprentissage de base qui devrait être donné aux enfants à leur plus jeune âge. Donc il y a ces formations. Il va y avoir les formations en ligne aussi, elles arrivent en mars. Niveau 1, niveau 2, enfin téléchargeable en ligne. Niveau 1, niveau 2, dans une version, on va dire, remasterisée pour le niveau 1, une nouvelle version. C'est une grande joie aussi de les voir disponibles en ligne. Et ça va faire partie des grands projets 2016 pour l'association. Vous verrez, il va y en avoir d'autres, mais je ne les annonce pas tant qu'on n'est pas 100% sûr. Mais pouvez-vous dire, si vous avez un petit truc dans votre agenda, dites-vous que aux alentours du 17, 18, 19 juin, là, vous voyez, il y a un petit week-end. Moi, si j'étais vous, je me le bloquerai. 3 jours, il va y avoir du nouveau en mars. Bon, je crois qu'on est parti pour les questions-réponses, on ne va pas perdre de temps, étant donné qu'il y en a pas mal. Alors, je suis revenu aux feuilles. Parce que, étant donné que j'ai définitivement arrêté mon téléphone portable, alors je sais bien qu'il y avait des personnes qui me disaient oui, mais c'est sacrifier les arbres et ainsi de suite. Ok, mais en regard de ça, je n'ai pas envie non plus de me griller le cerveau. Donc on utilise du papier recyclé, mais j'ai édité les questions. Voilà, pour taire toute réclamation.
Alors, une question de RLD. Bonjour Thierry, je bois des jus pratiquement tous les jours. Depuis maintenant 2 ans, j'en ai tiré un bénéfice en termes de douleur et de peau, mais j'ai un sommeil qui se raccourcit de plus en plus, cette nuit 4 heures. Et de ce fait, je suis fatigué, donc donc c'est une femme, dans la journée, et j'ai peu d'énergie. Peux-tu me parler de l'apnée du sommeil et as-tu une solution? J'ai 68 ans, donc plus de première jeunesse, ceci explique peut-être cela. Alors non, ceci n'explique rien du tout. Hein. C'est pas parce que tu es âgé que tu dois être usé, congestionné, et ainsi de suite. On les associe, mais c'est pas quelque chose qui est inéluctable. L'apnée du sommeil, c'est relativement simple. Quand c'est complètement congestionné au niveau de la partie cérébrale, qu'est-ce qui se passe? La respiration ne se fait plus de manière adéquate. Il y a du mucus un petit peu partout, il y a des toxines un petit peu partout dans cette partie cérébrale, et c'est congestionné au possible. Donc on fait de l'apnée, on ronfle, hein, on va avoir des problèmes ORL, des problèmes oculaires, tout ça c'est congestionné, ça ne circule pas de manière adéquate. Et la priorité c'est de décongestionner. De ce que je comprends, tu me dis j'ai un sommeil qui se raccourcit de plus en plus et de ce fait je suis fatigué dans la journée. Alors si c'est un sommeil qui se raccourcit de plus en plus depuis que tu as adopté un mode de vie, alors il faudrait savoir si c'est corrélé hein, parce que tu as adopté un mode de vie régénère entre guillemets, il faudrait d'abord savoir si c'est corrélé parce que c'est pas parce que 2 événements sont concomitants qu'il y a un rapport de causalité. Au contraire même, tu peux avoir un processus qui est en cours, qui n'est pas encore endigué par les changements de mode de vie, et puis une régénération qui est en cours. Mais imaginons qu'il y ait un lien de cause à effet avec diminution du temps de sommeil et adoption de mode de vie avec beaucoup plus de jus, des choses comme ça. La seule explication qu'il pourrait y avoir, c'est auto-intoxication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il y a 2 phases qu'il faut toujours distinguer. Il y a la détoxification et il y a l'élimination. La détoxification, c'est le passage des produits toxiques stockés depuis les lieux de stockage dans le corps, alors en particulier les tissus gras du corps, mais pas que, hein, passage des produits toxiques depuis les espaces de stockage du corps jusque dans la circulation générale, lymphe et même sang. Hein. L'élimination, c'est le passage des 2 fluides de la circulation vers le milieu extérieur. Et souvent, plus tu allèges ton contenu alimentaire, plus tu vas dans le sens du jeûne, des jus, ainsi de suite, plus tu favorises la détoxification, parce que tu libères de l'énergie, hein, toute l'énergie qui n'est pas prise pour la digestion, tu la libères pour le nettoyage du corps. Hein, je le présente toujours en cours, on a 4 secteurs de dépenses énergétiques, on a la détoxification, on a la digestion, on a la cogitation mentale, c'est les 2 facteurs principaux, c'est eux qui drainent toute l'énergie. Et d'ailleurs, l'un se fait au détriment de l'autre. C'est-à-dire, si tu es en train de digérer au niveau intellectuel et cognitif, ouais, enfin voilà, c'est pas, tu sais, après le repas de Noël, c'est pas super pertinent comme discussion, a priori quoi. Hein. Et puis à l'inverse, si tu as une activité mentale très très forte, hein, que tu es pris par des émotions très fortes et tout, ça peut te couper complètement l'appétit. Donc les deux sont un petit peu en mutuelle compétition. S'il reste de l'énergie, tu as de l'énergie motrice disponible, donc pour tout ce qui est moteur, déplacement, action dans la vie. Et s'il reste encore de l'énergie, tu en as pour la détoxification. Donc de fait, si tu diminues l'énergie qui est prise au quotidien par la digestion, tu libères de l'énergie pour l'énergie motrice et pour la détoxification. Après, le problème c'est que si ça reste en circulation dans les fluides, ça a un côté irritant pour le système nerveux et ça, tu fais la chouette, les yeux ouverts toute la nuit. Et donc il s'agit de favoriser l'élimination. Alors favoriser l'élimination au niveau des reins, au niveau des bronches et poumons, et au niveau des intestins, avec tout ce qu'on présente dans ce site, les plantes médicinales, reins et rate, balai intestinal, bronches et poumons qui marchent très très bien, les lavements, le psyllium, le charbon actif au besoin pour absorber les toxines, les infusions ou les jus de persil, d'ortie par exemple, qui vont vraiment très bien agir sur la sphère intestinale, sur la sphère rénale, pour favoriser l'élimination. Voilà. Sinon, ça veut dire simplement que tu as la tête qui est pleine de mucus. Et pour déloger ce mucus, il y a plusieurs choses qui marchent bien. Déjà, drainer au niveau intestinal, ça marche bien. Le jeûne, bien sûr, qui est la voie royale pour drainer à ce niveau-là. Et puis, tu as toute la famille des crucifères. Tenez, regardez. Hop là. Petite roquette sauvage. Diplotax. Diplotaxis. La famille de la moutarde, ça, qui contient beaucoup de soufre. Donc tu as le soufre, les crucifères, la famille de la moutarde qui contiennent beaucoup de soufre et qui aident à l'élimination, particulièrement au niveau digestif et bronchique. Et
pour décongestionner. Et oui, et alors les agrumes par les acides faibles qu'ils contiennent vont aider à dissoudre tous ces dépôts de mucus que tu as à l'intérieur de l'organisme et particulièrement au niveau de la cavité cérébrale. Donc voilà, ça peut aider. J'espère que j'aurai répondu à tes questions. Ah, donc c'était Raymond. Question de Dim34. Prendre du poids. Bonsoir, à quand une nouvelle vidéo pour faire grossir les maigres? La dernière date de juin 2014, je pense que Thierry a peut-être d'autres idées à rajouter. Oh ben je suis mal barré là, moi je suis en pleine perte de poids, au contraire. Je suis en plein jeûne, donc quand une vidéo pour faire grossir les mecs. Tu sais quand est-ce que j'ai eu ma meilleure prise de poids? Moi qui suis plutôt d'un tempérament très maigre, ma meilleure prise de poids elle a été après un jeûne cure de jus, dans lequel j'avais perdu énormément de poids, et c'est là où j'ai fait ma plus grande prise de poids. Donc là, on pourra voir, hein, mon jeûne alterné, mon jeûne sec alterné de 40 jours va se terminer mi-mars à peu près. On verra pour les mois d'avril, mai, juin si ça va avec. De toute façon, pour faire grossir les maigres, c'est simple. Les maigres sont des gens qui dépensent énormément d'énergie nerveuse pour la cogitation. Hein, c'est dans la tête, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et toute cette énergie, ben, elle n'est pas disponible pour un processus qu'on appelle l'anabolisme. Donc, les grands maigres, déminéralisés, sensibles au niveau nerveux, ils ont du mal à prendre du poids. Il faut booster l'assimilation, et pour booster l'assimilation, nettoyer le système intestinal, booster le système surrénalien, soutenir le système surrénalien. Tu as des plantes pour ça, tu as les bains de soleil c'est fabuleux. Et je prétends que pour faire grossir un mec, il n'y a rien de mieux que le jeûne. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre qu'il y a une homostasie à tous les niveaux dans le corps. C'est-à-dire que soit c'est ta physionomie d'être maigre comme tu l'es. Tu sais, on a des critères dans notre société, il y a ceux qui sont trop gros, il y a ceux qui sont trop maigres, tu n'es jamais comme il faut. Mais soit tu as la physionomie que tu dois avoir, et là il n'y a pas de problème. Soit tu n'as pas la physionomie que tu dois avoir, et là c'est une maladie en tant que telle. C'est-à-dire c'est un déséquilibre. Hein, si on appelle maladie, tout déséquilibre. Or, normalement, il y a des forces homéostatiques, c'est-à-dire des hormones comme la gréline, par exemple, qui régule l'appétit. Il y a une absorption qui peut être une assimilation, qui peuvent être différentes selon les besoins de l'individu. Il y a un fonctionnement de la mitochondrie, de la centrale énergétique de la cellule, qui s'adapte de manière à réguler le poids corporel. Parce qu'un individu qui fonctionne bien et qui est équilibré au niveau métabolique, il a beau manger, il ne mange pas trop, il ne prend pas de poids, on n'est pas en permanence en danger de prendre du poids ou de perdre du poids. Il y a un processus de régulation. Si on est trop maigre ou trop gros, c'est que ce processus de régulation ne fonctionne pas. Et la plupart du temps, s'il ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un état inflammatoire. Hein, tu vois, on voit par exemple que les personnes anorexiques, eh bien, elles produisent énormément d'une hormone qu'on appelle la gréline, hein, qui est une hormone de l'appétit, sauf qu'il y a un phénomène de résistance à la gréline, c'est-à-dire que les récepteurs à la gréline ne sont plus sensibles du tout. Donc c'est des personnes qui ressentent bien la faim au niveau organique, hein, mais les récepteurs étant insensibilisés par l'inflammation généralement, par des proliférations bactériennes anormales, eh bien ça ne permet pas à l'organisme de détecter qu'il y a réellement de la faim. Et ces personnes ont la capacité à se priver de nourriture. Hein, ça tient toujours d'un déséquilibre. Donc si on est trop maigre, c'est parce qu'on est enflammé, qu'il y a les fonctions physiologiques de régulation du poids corporel qui ne fonctionnent pas. Alors ça n'a rien de spécifique, on va toujours retomber dans la même chose. Alors pourquoi je te parle du jeûne? Parce que c'est la voie royale absolue pour la guérison. Quand on parle de guérison, on parle de jeûne. Le jeûne, c'est l'abandon. Je suis plus que jamais un promoteur du jeûne, parce que vraiment le jeûne, c'est l'abandon à notre fonction d'auto-guérison, définitivement, dans lequel tu te dis, ok, je sais pas, est-ce que c'est la gréline, la leptine, la dysbiose intestinale? Alors tu vas rencontrer des médecins, des spécialistes qui vont dire, ah c'est telle chose, c'est telle chose, c'est telle chose. Alors bon, tu peux marcher sur la foi dans ces personnes, mais ils n'ont qu'une vue la plupart du temps partielle, liée à leur histoire, liée aux règles qui se sont eux-mêmes édictées, hein, du phénomène physiologique. Hein. Ou alors, tu peux choisir de t'abandonner et de laisser le corps faire. Là où il y a du trop, eh bien l'excès sera enlevé. Là où il y a du pas assez, eh bien le manque sera comblé. Ça, c'est le principe du jeûne. Régulation, c'est la force homéostatique qui est à l'action. Et toi, tu es là, tu es spectateur. Tu prends ta télécommande et tu regardes le film qui passe. Tu dis, waouh, waouh, et ça me fait mal là, et ça me fait mal là. Tu vois, après, tu le lis aussi par rapport à ton histoire personnelle. Tu vois, moi là, j'en suis au 20e jour à peu près, 21e jour, ça fera quelques jours de plus quand la vidéo passera. Hier, par exemple, au niveau pulmonaire, il s'est passé un gros truc.
J'étais cassé un petit peu, je commençais à tousser et ainsi de suite. Bon, il y a eu un gros nettoyage. La zone pulmonaire est faible chez moi. Mais c'est pas moi qui l'ai programmé, qui l'ai prémédité. Ça se passe. Alors, pour faire maigrir, pour faire grossir les maigres, ben, il faut remonter tout le système nerveux avec des bains de soleil, des plantes qui sont favorables, des plantes adaptogènes pour faire diminuer la quantité de stress et surtout augmenter l'adaptation au stress dans le corps. Donc tu vas prendre le mélange surrénal chez ABC de la Nature par exemple qui est excellent, de l'éléthérocoque, de l'astragale, de l'ashwagandha qui est fabuleuse. Puis tu peux prendre des plantes un petit peu anaboliques comme la maca par exemple, le tribulus terrestris, autant de plantes. Le fenugrec aussi qui va te permettre de bien taper, de bien prendre de la masse. Mais globalement, et puis le soleil. Voilà. Mon globalement il viendra juste après, mais le soleil. Le soleil, tu sais, c'est pas pour rien, hein, les gladiateurs s'entraînaient au soleil. Pourquoi? Parce que l'anabolisme est maximisé avec le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil nourrit directement le système nerveux. Nous sommes des individus solaires, on a besoin du soleil pour vivre. Et ce n'est pas avec des petits compléments de vitamine D vendus par des laboratoires qui sont opportunistes qu'on va pouvoir compenser le vrai besoin de soleil du corps. En fait, on dit « Ah, il n'y a pas de soleil, je ne prends pas le soleil, je suis à l'intérieur, mais je prends de la vitamine D de synthèse. » Non, déjà, c'est mal barré parce que la vitamine D qui est réellement efficace au niveau du corps, c'est la vitamine D3 sulfatée. C'est une forme de vitamine D3 et qu'on ne peut pas resynthétiser, qui n'est pas proposée en complément alimentaire. Donc déjà, la vitamine D que tu vas prendre, elle va aider au niveau du métabolisme du calcium, mais elle ne remplira pas toutes les fonctions de la vitamine D. Mais qui plus est, le soleil sur la peau, il réalise tant d'autres fonctions. C'est un besoin physiologique normal de l'être humain. On doit avoir du soleil, on est fait pour recevoir le soleil. Alors, on peut fonctionner avec peu de soleil, sauf qu'on fonctionne qu'à régime. On tourne sur un cylindre, et ça, c'est pas génial. Donc, comment faire prendre du poids? Optimiser le fonctionnement surrénalien avec des plantes, avec du soleil, avec du jeûne. Parce que le jeûne, c'est une forme de remise en place un petit peu de tout le fonctionnement métabolique du corps humain. Alors des petits jeûnes, si tu es en sous-poids déjà, tu fais des petits jeûnes. Sous-poids égale petit nerveux, enfin grand maigre nerveux, grand ou petit maigre nerveux. Ça veut dire une capacité à t'adapter qui est moindre. On en parle dans les cours. Le système surrénalien, il détermine la capacité à s'adapter. C'est le système nerveux sympathique qui est vraiment logé, qui fonctionne à partir des neurotransmetteurs, des neurohormones qui sont produites par la partie interne des surrénales, qu'on appelle la noradrénaline. Donc le système sympathique, c'est notre capacité à nous adapter. Le jeûne demande une adaptation. Donc plus une personne est fatiguée, plus elle est grande, maigre, déminéralisée, et plus il va falloir y aller doucement en termes d'adaptation. Pas aller trop vite, pas des chocs trop importants. Donc ça peut aller par une décroissance alimentaire, 2-3 jours de jeûne, hop, une recroissance alimentaire. Ça, c'est vraiment adapté. Et là, on est dans les principes, pas dans les règles. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, il faut faire des jeûnes longs. Oh, non, il faut faire des jeûnes courts. Oh, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » Non mais, quels sont les critères qui nous permettent de nous déterminer? En voilà un. La capacité adaptative de l'individu. Et plus tu es fatigué, et moins tu as de capacité adaptative. Et moins les solutions que tu vas aller chercher doivent être violentes. C'est un peu paradoxal, c'est plus tu es mal, et moins tu peux y aller fort. Mais en même temps, comme disait l'évangile du plombier, c'est quand on met la pression qu'on voit les fuites. Et une personne qui est en sous-pression, qui est fatiguée, elle a des fuites de partout. Et on ne peut pas mettre la pression, il faut y aller doucement, petit à petit. Pour faire grossir les maigres, voilà, c'est manger assez, bien sûr, ration alimentaire suffisante. Ne pas exclure le moindre nutriment, c'est-à-dire ne pas partir dans ces délires de « faut manger que des sucres » ou « faut manger que des graisses ». Le problème, c'est que à la fois, chacun a raison. Ceux qui vont manger que des graisses, ils vont dire « Ah, pour le candidat albican, il ne faut pas, et ainsi de suite. » On peut s'entendre, bien que, tu verras, si on parle du candidat albican, on se rend compte que les courses cétoniques, donc produites à partir de la digestion et du métabolisme des graisses, nourrissent le candidat albican de la même manière. Donc, mal barré. Mais bon, il n'empêche, même s'ils avaient un fond de raison, le problème, c'est qu'ils ignorent que ce régime-là, c'est une règle ponctuelle qu'ils se sont fixées pour eux. Et que l'intelligence même, c'est de le prendre. Bon, peut-être que pendant 2-3 semaines, un mois, ça va correspondre à un besoin de ne pas manger du tout de sucre, ou pas manger du tout de matière grasse, parce que tu as un foie qui est lourdement taxé, et puis finalement, tu veux alléger le fonctionnement hépatique, tu veux faire un gros nettoyage, pourquoi pas? Mais au bout d'un moment, il est riche en principes, et ça ne peut pas marcher. Une règle ne peut pas devenir un principe. Une règle, c'est l'expression contextuelle d'un principe.
Le principe, c'est qu'est-ce que c'est que l'aliment normal de l'individu. L'aliment normal de l'individu, il est non transformé, il contient une très grande richesse de micronutriments, il n'est pas industrialisé, il contient tous ces minéraux, il n'a pas été altéré ou peu altéré par la cuisson et par la température, il ne contient pas de pesticides, d'insecticides et de fongicides. Ça, c'est l'aliment normal, il est brut, tel quel. La règle, après, c'est à chacun de les dicter. Donc, ne pas exclure un macronutriment, lipides, glucides, protéines, avoir une diversité la plus grande possible, se laisser aller par son instinct, par son appétence, par son odorat, pour se diriger et puis faire le plein. Soleil. Soleil et jeûne, moi, c'est mes meilleurs conseils pour grossir. Ça peut paraître paradoxal. C'est les mêmes meilleurs conseils pour maigrir, parce que ça correspond toujours à une normalisation du fonctionnement physiologique. Alors, question de philosophie. Test du GABA. Bonjour Thierry, j'ai une question à propos du test du GABA pour détecter une éventuelle perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est ce qui protège le cerveau. J'ai pris du GABA durant une dizaine de jours en commençant par une gélule de 750 mg, j'imagine. Je prends 750 grammes de GABA en doublant la dose après quelques jours. Les seuls effets que j'ai ressentis 30-45 minutes après la prise sont des sensations très désagréables dans les mains et dans le visage comme des picotements, irritation du système nerveux. En revanche, je n'ai remarqué aucun effet de détente même en doublant la dose. Ma question était de savoir si les picotements étaient le signe que le GABA avait franchi la barrière hémato-encéphalique. Il y a des chances, il y a des chances, il y a des chances, il y a des chances. Après, je ne peux pas te le certifier, mais oui, il y a des chances. C'est une fameuse barrière hémato-encéphalique qui est comme la deuxième ligne de rempart, qui est censée protéger le système nerveux central contre les agressions des toxines environnementales et alimentaires, et qui est de plus en plus perméable. Pourquoi? Parce qu'il y a les grille-pains qu'on se met à l'oreille en permanence, et qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de politique de santé publique sur les téléphones portables. Au contraire, c'est allons-y, 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 massifions, massifions, massifions. C'est-à-dire, quand tu vois les statistiques de l'autisme et que tu vois qu'il y a une inflexion de la courbe, alors pas une inflexion à la diminution, une inflexion à l'augmentation, à chaque introduction de nouvelles technologies portables, 1G, 2G, 3G, 4G, tu vois la courbe qui fait tac, 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 tac. Voilà ce qui se passe. Donc, je veux dire, on ne peut pas définitivement démontrer la corrélation entre les deux et le lien de causalité. Mais quand même, on peut avoir des sacrés soupçons, surtout quand on le met en parallèle avec d'autres choses. Donc, ouais. Puis alors, quand tu as une... De toute façon, on dit souvent, si tu as la barrière intestinale qui est ouverte, tôt ou tard, puisqu'il y a beaucoup de produits pro-inflammatoires qui passent dans la circulation, tôt ou tard, la barrière hémato-encéphalique, elle va être ouverte. Et c'est les mêmes règles pour réparer les deux, des acides gras de première qualité, de l'alcalinisation, du soleil, la protection contre les ondes électromagnétiques. Et puis voilà. Alors, question de Sican. Une question qui n'a pas vraiment été traitée encore est celle de la supplémentation. Tu parles souvent de micronutriments et c'est justement cela que les compagnies de compléments alimentaires nous promettent. Mais qu'en est-il vraiment ? Je fais des recherches pour trouver des études sérieuses sur la pertinence et la qualité des produits sur le marché et je ne trouve rien sinon très peu. Ah, mais bien sûr, parce que la plupart des compléments alimentaires qui sont vendus, qu'est-ce que c'est? C'est du caillou broyé. C'est génial, c'est génial. Mais on a complètement oublié que nous sommes dits hétérotrophes, c'est-à-dire que l'humain, il peut construire sa matière minérale, il peut s'élaborer, il peut construire ses tissus, ses tendons, ses ligaments, à partir de la matière minérale transformée par les plantes. C'est-à-dire que si tu prends un caillou pour illustrer ça, il n'y a pas de caillou dans ce pays. Un petit caillou, hop là. Hop, si tu prends ce caillou, d'accord? Si tu prends ce caillou, que tu le broies ultra finement, alors tu peux le mettre dans un paquet avec un joli packaging et tu vas le vendre. Par contre, si tu le broies ultra finement et que tu essayes de l'absorber, imaginons même qu'il passe la barrière intestinale, tu ne vas rien pouvoir en faire. Pourquoi? Parce qu'il est inerte, c'est du minéral inerte et qu'il a besoin d'être transformé par la plante. Et la plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ces minéraux dans le sol, elle les pompe et au niveau de ses feuilles, il y a un phénomène fantastique qui s'appelle la photosynthèse. Elle reçoit les rayons lumineux et les rayons lumineux chargent les minéraux d'une charge électromagnétique qui va leur permettre de s'intégrer dans nos tissus, d'en faire quelque chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange l'herbe ou on mange les animaux qui ont mangé l'herbe. Et dans tous les cas, on mange de la matière minérale qui est sous forme organique. La plupart des compléments alimentaires qui sont vendus, c'est du caillou broyé. C'est génial sur le plan économique. Par contre, en termes de rendement, pipeau. Donc c'est pour ça, déjà, quand tu parles de compléments alimentaires, rien qui ne soit issu des plantes. Rien qui ne soit de la plante. Parce que si ce n'est pas de la plante, tu ne peux rien en faire. J'aimerais que tu nous parles de tes connaissances sur le sujet. Avec les sols appauvris, notre alimentation, même basée sur le vivant, n'est-elle pas pauvre en nutriments, en micronutriments? Si pauvre que nous devrions nous supplémenter. Pas toujours possible d'acheter fruits et légumes du maraîcher. Se supplémenter, tout dépend de ce que tu appelles du supplément. Moi, ce n'est pas du supplément. Si c'est du nécessaire, ce n'est pas du supplément. Le supplément, pour moi, c'est accessoire.
Y a-t-il des incontournables en supplémentation? La spiruline, l'eau de mer, complément alimentaire ou super aliment? Oh bah déjà, les meilleurs super aliments, c'est ceux que tu vas acheter chez le maraîcher du coin en bio avec un sol sain. Ça, c'est pour moi, il n'y a pas photo, c'est les meilleurs super aliments. L'eau de mer est quand même au niveau minéral un incontournable, très très chargé en éléments minéraux. La spiruline, ouais, oui, oui, oui. Les jus de légumes aussi, hein. Les jus de légumes, c'est une façon quand même, en éliminant les fibres, de pouvoir absorber plus de légumes. Et donc, s'ils sont moins concentrés en micronutriments, c'est une façon de contourner un petit peu le problème. Selon notre position géographique, devons-nous penser à prendre des compléments? On doit penser à migrer surtout. Si tu n'es pas dans une position géographique où tu as des micronutriments à disposition, non, alors blague à part, beaucoup de questions pour le même sujet, de quoi s'amuser. Ouais, je t'assure. Le truc, c'est que c'est toujours la même chose. Ok, on peut supplémenter, mais la supplémentation, c'est un peu chacun pour sa pogne. Parce que tu as celui qui peut se la payer, tu as celui qui ne peut pas se la payer. L'accès à une nourriture nourricière, au sens propre du terme, donc l'accès à des sols nourriciers, devrait être un droit inaliénable de l'individu. Et les compléments alimentaires, c'est bien joli, mais si ça nous affranchit de la démarche collective qui est de se réapproprier nos moyens de production et la réflexion sur nos moyens de production, alors là, je crois que c'est une erreur. Et c'est vrai, les compléments alimentaires, ça y va du packaging, ça y va de la publicité, ça y va du certains peuvent se le payer, d'autres ne peuvent pas se le payer. Et ça, c'est pas tout à fait anormal sur le plan éthique. Et moi-même, ça me chatouille quelque part. Donc, compléments alimentaires, oui. De toute façon, c'est un peu comme avec la vitamine D. Tu ne peux pas compenser une nourriture complètement morte avec 2 verres de plasma de Quinton et une pincée de spiruline. Ça ne marche pas. C'est au quotidien qu'il faut bombarder ton corps avec des micronutriments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir que tu te craches dans les mains. Et si tu es à la campagne, que tu fasses ton jardin, que tu crées des terroirs nourriciers, si tu es en ville, tu te mets des jardinières un peu partout dans ton appartement, tu le transformes en forêt tropicale, ton appartement, ça j'en ai vu moi qui sont magnifiques, et tu produis de l'herbe de blé, tu produis des micro-salades sur des sols riches, tu mets des micro-organismes essentiels de manière à faire vivre ton sol et qu'il ne soit pas sous intraveineuse d'apport d'engrais, fût-il organique, et tu te réappropries ta nourriture, parce que pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas à faire photo. Je veux dire, la plupart des producteurs ne sont pas intéressés. Alors, je ne parle pas des bio, anthroposophes, biodynamiques et ainsi de suite, qui prennent soin du terrain. Et il y en a, mais enfin, on va quand même être réaliste. La grande majorité n'en a rien à cirer de l'état du terrain. Et s'ils n'ont rien à cirer de l'état du terrain, autant dire qu'au niveau des légumes, ça passe. Donc, y a-t-il des incontournables en supplémentation? Ouais, l'eau de mer. Ça, il me semble. Et il me semble que vraiment, c'est bien pour les déminéralisés que nous sommes. Mais la meilleure supplémentation qu'il y a, c'est supplémenter notre quotidien en travail concret sur la terre. Parce que le fait de cultiver ses propres légumes, non seulement tu as des légumes de qualité, mais surtout tu sors de cette situation de sédentarité massive, sédentarité que je m'impose. D'habitude, moi je suis toujours debout. Et là, les vidéos, c'est 2 heures quasiment à rester assis. Je peux vous dire que mon corps n'apprécie pas du tout. Il va falloir que je les fasse debout. C'est sortir de cette position de sédentarité, de dépendance, de soumission à on a cultivé comme ci, comme ça. Donc ça nourrit beaucoup plus que la petite salade que tu vas faire pousser. Donc c'est vraiment un encouragement, une injonction à faire pousser. Et on peut le faire même en appartement. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Mais si je devais en garder un, ça serait l'eau de mer. Flomu. Gaz intestinaux, pulsions alimentaires. Bonjour à toute l'équipe. Dans une vidéo d'avril dernier sur booster votre digestion, Thierry parle de consommer des fruits tels que le kiwi, la papaye et l'ananas. Oui, bon trio. Qui sont des destructeurs protéiques. En fait, ils pas des destructeurs en tant que tels, parce que là, ça fait un peu Dark Vador. Ils contiennent des enzymes protéolytiques, c'est-à-dire qu'ils vont aider à décomposer les protéines. Faut-il les consommer à la fin du repas ou en dehors du repas? À la fin, au début du repas ou en dehors du repas? Si c'est un fruit acide, idéalement, il faut les consommer en début de repas et puis laisser passer le reste. Enfin, ça dépend. Si tu fais un repas d'ananas, chose que je te conseille, expérience gustative, si l'ananas est bon, absolument fabuleuse. Mais si c'est en combinaison, il vaut mieux les consommer un petit peu avant pour bénéficier de ces enzymes protéolytiques. En même temps, je vais te dire toujours la même chose, fais ton expérience.
Fais vraiment ton expérience. Essaye avant, essaye après, essaye en dehors, tu vois comment tu te sens, tu vois comment tu parles de gaz, tu vois comment tu te sens, et puis tu en déduis. Une autre question par rapport à cela. Je bois un jus vert le matin vers 10h30. Je mange des fruits le midi. À 4h, des fruits secs, et le soir, une bonne salade suivie encore de produits transformés et plats traditionnels. Par contre, le lendemain, tout va bien, à part qu'à partir de 16h, j'ai énormément de gaz intestinaux qui sentent mauvais. Est-ce que cela vient des fruits du midi qui se bloquent sur le repas du soir? Non, enfin, si les fruits du midi, tu les as encore le repas du soir, c'est que c'est vraiment très paresseux au niveau de ta digestion. Je ne crois pas, à moins que tu surdoses vraiment à midi, ça ne peut pas arriver. Ou c'est le repas du soir qui est mal digéré. Ah bah, y a plus de chances que ce soit le repas du soir. On va me dire que j'aime pas les plats traditionnels transformés, mais il me dit que ça pourrait être ça. Sinon, comment faire pour stopper les sucres et les gâteaux le soir? La journée, tout va très bien, je n'ai pas de mal avec ce mode de vie, je n'ai pas d'envie et arrivé le soir, je me venge. Savez-vous pourquoi? Ouais, enfin savez-vous. Je suspecte que ça soit ton épuisement, que tu sois quelqu'un de fatigué, ta fatigue surrénalienne peut prendre ta pression, si elle est en dessous de 100 ou de 10, hein, comme tu veux, au niveau systolique, hein, et puis avec une tension de 6 à peu près en diastolique, tu peux te dire que tu es vraiment fatigué. Et quand on est fatigué, eh bien, on n'a plus la capacité avec les glandes surrénales de produire une hormone qui s'appelle le cortisol. Alors, le cortisol, c'est l'hormone qui mobilise les réserves graisseuses quand on est en hypoglycémie pour produire du sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te retrouves en hypoglycémie, le soir particulièrement, parce que le matin, tu as encore un peu de cortisol, parce que tu as fait un peu le plein de régénération nerveuse et de régénération surrénalienne pendant la nuit. Et puis, quand tu arrives le soir, tu es un peu fatigué, journée stressante et ainsi de suite, et tes glandes surrénales, plus de jus. Tu essaies de pousser, plus de jus. Eh ben, à ce moment-là, plus de cortisol. S'il n'y a plus de cortisol, eh ben, tu ne régules plus. Si en plus tu rajoutes à ça le stress lié à tous les impératifs pour le lendemain et tout, tu vas sur les sucres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger plus de sucre. Tu as des sucres directement biodisponibles dans les fruits, ils chargent un peu plus en sucre s'il faut. Après, il faudrait voir, est-ce que ça ne serait pas une hypoglycémie de rebond liée aux fruits secs à 4 heures? Peut-être essaye de ne pas manger de fruits secs à 4 heures, plutôt de manger des fruits juteux ou des fibres, et puis le soir de te faire un repas de fruits par exemple, et de voir si ça ne marche pas un peu mieux. Essayez, adaptez, testez. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Matt Foss. Bonjour, est-ce qu'un enfant né avec les yeux bleus peut avoir de vrais yeux marrons? Donc là, c'est une question d'iridologie. A priori, non. A priori, non. En même temps, en iridologie, on va faire une vidéo là, en iridologie là, très bientôt. Mais a priori, non. Si les yeux sont vraiment bleus à la naissance, c'est que c'est des yeux bleus. Mais bon, on explorera ça, puis je vous renvoie vers les vidéos d'iridologie. Découvrons l'iridologie 1 et 2, qui c'est pratiquement 1h30 ou 2 heures d'enseignement qui valent le déplacement. En attendant, bien sûr, d'avoir le niveau de téléchargeable ou de se retrouver en septembre. Question de Jérémy. Bonjour, il y a un an, j'avais lu sur un livre de Norman Walker qu'il ne faut jamais associer au cours du même repas, même 2 heures avant ou après, des fruits acides et mi-acides ou légumes, avec des aliments contenant des glucides concentrés et des protéines concentrées. J'essaye de m'y tenir depuis, par contre pour les enfants c'est plus compliqué. Ils ont vite fait de vouloir manger un petit gâteau ou morceau de chocolat en rentrant de l'école, et après on mange légumes crus et fruits au repas. Je n'arrive pas à retrouver de vidéo de Thierry à ce sujet. Avez-vous des conseils ou avis pour savoir s'il faut vraiment respecter cette règle? Est-ce qu'il faut vraiment le respecter? Bon, 2 heures avant ou après. En fait, toutes ces histoires de combinaisons alimentaires, elles vont complètement dépendre aussi de ta capacité digestive. T'en as qui ont un feu digestif, et particulièrement les enfants, qui est important. C'est-à-dire qu'ils produisent pas mal d'acide chlorhydrique, pas mal de pepsine, pas mal d'enzymes digestifs, lipase, amylase, pour digérer tous les produits. Et donc, de fait, la temps de digestion pour un même aliment et une même quantité d'aliments va être moindre qu'une autre personne. Donc en fait, quelque part, les combinaisons alimentaires, plus tu vieillis, plus tu es stressé, plus tu es épuisé, plus elles sont importantes. Et plus tu es jeune et tu envoies au niveau digestif, moins elles sont importantes. Après, le problème, c'est que ils veulent manger un petit gâteau ou un morceau de chocolat en rentrant de l'école. Si ça fait qu'ensuite tu te prends la tête et à ne pas leur donner les légumes crus et fruits au repas, je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai qu'il vaudrait mieux faire légumes crus et fruits, puis quelques temps après des gâteaux.
ça serait mieux dans ce sens-là, mais dans l'absolu, il faut s'adapter. C'est déjà pas mal si tu arrives à leur donner des légumes crus et cuits et des fruits. Donc, est-ce qu'il faut vraiment respecter cette règle? Tu regardes aussi tes enfants. Est-ce qu'ils ont des flatulences? Est-ce qu'ils se plaignent de douleurs d'estomac? S'ils ne s'en plaignent pas, tu peux te dire qu'ils ont encore un bon feu digestif et que ça passe. Si ça passe pas, ça se voit rapidement, ils ont des flatulences tout le temps. Alors, problème cardiaque. Francis, bonjour, merci. Je me suis mis au jus depuis 8 mois et ça va bien mieux. Toutefois, je suis cardiaque avec des statines. Avec un stain, pardon. Et je suis toujours avec mes doses de Sectral et de Taor. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médicaments, c'est des noms, on se croirait dans Skeletor, quoi. C'est Sectral, Taor, tu vois, ça dit bien ce que ça dit. Hein. Ça, c'est du vrai médicament. J'ai passé quelques jours sans aucun de ces produits. Toutefois, lors de ma dernière visite, le médecin a vite remarqué que le cœur battait trop vite et m'a bien demandé si je suivais mon traitement particulièrement pour le Sectral. Les jus me font du bien, donc je les continue avec de plus en plus de plaisir, mais y a-t-il des ingrédients qui pourraient aider plus particulièrement sur ce problème? Oui. Bah écoute Francis, quand tu parles de système cardiovasculaire, il y a des ingrédients dans le jus qui marchent très très bien. La betterave, l'ail, le persil, qui va aider au fonctionnement rénal. Là, tu es dans des très bons produits pour le système vasculaire. Après, moi, ce que je te dirais, c'est si ton cœur il bat trop rapidement, ça conduit à une usure surrénalienne, une usure thyroïdienne, donc il vaut mieux que ça se régule. S'il bat trop rapidement, c'est encore que ton système cardiovasculaire est encore bien encombré. Surtout que tu as eu un stain, donc ça veut dire qu'il a fallu le dilater. Donc il y avait des dépôts cholestériques le long des parois parce que tes vaisseaux étaient déminéralisés, que le corps les avait protégés avec du cholestérol et de la plaque, la fameuse plaque. Je pense que l'idéal, c'est de laisser agir les jus le temps qu'il faut, puis de temps en temps de faire des essais, de voir où tu en es au niveau rythme cardiaque. Puis il y aura un jour où ça suffira, ton système cardiovasculaire sera retapé et tu n'auras plus besoin de ton Sectral, de ton Taor et des autres produits comme ça pour pouvoir fonctionner. Et ce jour-là, ça sera gagné. Et je te le souhaite, vivement. Mais quel que soit le traitement que vous avez, c'est vraiment l'idéal. C'est-à-dire vous mettez en place, avant de penser à supprimer les médicaments, moi je dirais la suppression des médicaments devrait être une conséquence finalement des changements du mode de vie. Ça devrait couler de source. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre en place, les vivre, puis au bout d'un moment, on est suffisamment costaud pour marcher sans béquille. Et c'est un petit peu ce que je vous souhaite à tous. Anaïs, faire taire la boîte à poux. Oula. Bonjour Thierry et toute l'équipe. Je ne sais pas me reposer. Alors tu es épuisé nerveusement et fatigué depuis de nombreuses années, problèmes familiaux, prépa HEC, travail abrutissant, je le confirme, séjour en hôpital psy et en candidose chronique. Pareil, les deux sont liés. Je veux dire, tu as candidose parce que tu es épuisé et tu es épuisé parce que tu as candidose. Mais quand tu es épuisé, ça ne circule pas normalement dans les intestins, ton potentiel digestif est faible. Donc comme ton potentiel digestif est faible, tout ce que tu vas consommer comme sucre complexe, alors là pour le coup ne va pas être décomposé. Donc plus tu es fatigué, plus il faut s'orienter vers des sucres simples et vraiment ne pas laisser la place aux sucres complexes. Parce que tu vas mal les digérer. Et donc ça stagne au niveau des intestins, comme ça stagne, explosion des levures. Et puis explosion des levures aussi parce que tu es fatigué. Qui dit que tu es fatigué veut dire que tes populations microbiennes dans les intestins sont amoindries. Manque de diversité, manque de richesse absolue. Et donc le candidat albicans ne trouve pas de protagoniste assez costaud pour l'équilibrer. Quand il y en a un qui se multiplie sans être limité, ça veut dire qu'on est en immunodéficience. Et notre immunité, elle est à 80-90% bactérienne. Ma priorité aujourd'hui est de régénérer mon système nerveux et par là même mes défenses immunitaires. Plus arrêter la pilule. Ah ouais, non mais... Pilule, candidose, laisse tomber quoi. C'est quasi automatique. J'ai déjà changé beaucoup de choses dans ma vie depuis que je suis vos vidéos, notamment mon alimentation. Super. Seul voilà, je ne sais pas me reposer. Étant très angoissé, je dors peu, le mental tourne à fond, malgré un suivi psy et beaucoup de travail personnel. Auriez-vous des conseils pour faire taire cette boîte à poux? Tu vois, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on me caricature souvent en disant hey, « Thierry, il ne reconnaît pas le côté psy et ainsi de suite ». Mais si tu as une inflammation globale et un épuisement du système, ta boîte à poux, pour la calmer, c'est peine perdue. Il faut arriver
à alcaliniser tout ça et à calmer tout ça. Est-ce que j'ai des conseils pour faire taire la boîte à poux? Oui. Il y a une technique qu'on appelle la cohérence cardiaque, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je pense que la cohérence cardiaque, pratiquée plusieurs fois par jour, toutes les 5-6 heures, est très puissant pour rééquilibrer le sympathique et le parasympathique, et peut être vraiment une approche pour toi qui sera vraiment intéressante. Ensuite, moi je prendrai des plantes qui vont être anti-inflammatoires, en plus du régime alimentaire. Pas mal de graisse dans ton régime alimentaire, qui va avoir un côté calmant pour éviter les hypoglycémies. Si tu es épuisé, je dis souvent, plus on est épuisé, plus avec les sucres, il faut y aller mollo, parce qu'on risque les hypoglycémies. Moi j'irai avec suffisamment de graisse, des plantes anti-inflammatoires comme le curcuma par exemple dans tes jus, à fond, et puis des plantes calmantes, tu vas avoir de la valériane par exemple, de la passiflore, du houblon, de la camomille, du romarin par exemple, qui vont être des plantes qui vont bien te calmer, qui vont bien poser le système, et puis viser la régénération surrénalienne, donc soleil, massage, ça agit beaucoup, surtout si tu te masses avec de l'huile essentielle de basilic, plantes adaptogènes telles que je les ai citées tout à l'heure, ça sera la bonne approche, je pense. Autre question, je me relève chaque nuit pour uriner, alimentation physio crue et cuite, un repas par jour le soir en ce moment. Cela dénote-t-il une faiblesse au niveau des reins? Je précise que j'ai des cernes bleues sous les yeux, problème de surrénal sans doute. Ça dénote une faiblesse au niveau surrénalien surtout. Il y a les surrénales qui sont censées produire une hormone qu'on appelle l'aldostérone, et l'aldostérone, elle permet de retenir les liquides et le sodium à l'intérieur du corps. Et quand tu es fatigué, tu ne produis plus d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol, de testostérone, d'oestrogène, de progestérone et d'aldostérone, parce que tout ça c'est produit par les glandes surrénales. Et donc de fait, tu te vides de ton eau et tu te vides de tes minéraux. C'est la problématique des gens fatigués. C'est pour ça que les gens fatigués ont souvent besoin de faire une vraie charge minérale, particulièrement en sodium, avec du plasma de Quinton, voire, s'ils n'ont pas de plasma de Quinton, je pense qu'il vaut mieux utiliser du sel complet de mer plutôt que de ne pas utiliser de sel, de manière à avoir du sodium, du potassium biodisponible ou à peu près, qui est là pour ton corps, parce que tu es en train de perdre tes minéraux. D'ailleurs, si tu testes avec une petite bande papier pH, tu risques d'avoir les urines alcalines, parce que tu es en train de pisser tes minéraux. Tu sais, souvent on fait tester l'alcalinité de l'urine, et puis les gens sont tout contents, ils disent « Ah, je suis alcalin ». Je dis « Mais attends, il y a un problème, les minéraux, ils doivent être où? Ils doivent être dans les toilettes ou ils doivent être en toi ?» Non, parce que s'ils doivent être en toi, les urinés, c'est pas le bon plan. Donc ça dénote une faiblesse au niveau des surrénales, c'est un tableau complet d'épuisement. Donc moi ce que je dirais, en plus des plantes et des choses comme ça, soleil, massage, soleil, massage, soleil, massage, soleil, massage. Voilà Naïs, j'espère que ça saura t'aider. À quand une vidéo sur le travail, le sens qu'on lui donne aujourd'hui, comment il impacte nos vies? Ouais, on pourra faire ça. On pourra faire ça. Là, ça demanderait un peu plus qu'une petite vidéo comme ça. Alors, fanfanon. Écart alimentaire. Les écarts alimentaires me rendent malade. Depuis que j'ai adopté une alimentation majoritairement crue, sans viande ni céréales ni légumineuses, très peu de fromage de chèvre, cela fait 1 an et demi, je ne peux plus consommer ces aliments, même occasionnellement en petite quantité, sans avoir des symptômes désagréables, genre maux de tête, fatigue, ballonnement, yeux secs, nuits agitées, etc. Cela m'empêche d'avoir une vie familiale ou sociale détendue. Ces symptômes sont-ils durables? Ou vont-ils s'estomper avec le temps? Thierry a-t-il des conseils qui pourraient m'aider à surmonter cette difficulté? Bah regarde, imagine, tu as été fumeur, ok? Quand tu fumais, tu ne toussais pas. Tu t'arrêtes de fumer. Et puis tu nettoies les poumons. Si tu te remets à fumer, tu vas tousser, tu vas cracher, tu vas expectorer au maximum. C'est un peu pareil. C'est vrai. C'est un des inconvénients. Si tu dois souvent faire des repas sociaux, ce que je te conseille, c'est dans ton quotidien, de garder une part d'alimentation transformée de manière à ce que ton corps il s'habitue. Alors au début il va se rebeller, puis au bout d'un moment il va plus se rebeller, il rentre en tolérance et tu ne réagiras pas. Après tu réagis d'autant plus que ta barrière intestinale, ta muqueuse intestinale, elle est perméable. Donc tu peux viser un renforcement de la barrière intestinale, et ça je te renvoie vers les nombreuses vidéos que j'ai fait sur ce sujet-là, parce que si c'est perméable, ça veut dire qu'il y a encore plus de produits toxiques qui vont passer à l'intérieur. Mais bon, je ne pense pas que ça soit... C'est un peu inéluctable. C'est un peu inéluctable. Ton corps réagit. Il n'est plus habitué aux mauvais traitements sociaux. Alors, je suis désolé, effectivement, la famille, les amis, c'est pas facile, mais en même temps, c'est des comportements sociaux
et qui ne sont pas obligatoirement adaptés à l'individu. Mais je sais que ce n'est pas facile. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Donc la meilleure réponse, ça serait renforcer la barrière intestinale et avoir un régime qui au quotidien intègre plus de produits antiphysiologiques. Ok, je regarde l'heure qu'il est. Ah, 12h20. Personnes qui mangent n'importe quoi, n'importe comment et sont en bonne santé. Ouh, c'est énervant ça. Ouh, c'est énervant. Bonjour Thierry, j'ai remarqué que la plupart des jeunes de mon âge, 24 ans et parfois beaucoup plus, qui ne suivent pas un rythme de vie physiologique, nourriture de soirée alcoolisée, café, cigarettes, protéines en poudre, semblent en très bonne santé extérieurement. Le besoin qu'ils ont de prendre de l'alcool, de la café, de la cigarette, de la coke et du cannabis, pour moi, ne dénote pas d'un état de santé. Pour moi, c'est bizarroïde, tu vois, déjà. Hein. Tu veux dire que physiquement, ils tiennent la route. Ouais. Je me demande comment leur corps arrive à trouver les ressources nécessaires pour résister à ces agressions permanentes. Et ils puisent dans le capital. Leur capital minéral est-il à ce point colossal? Et il y a des inégalités. En même temps, je vais te dire, si tu me dis ça, c'est que tu es envieux, parce que toi, tu n'as pas un bon capital. Et dès tout jeune, tu dois faire gaffe à ton alimentation. Sauf que, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Enfin, une bonne nouvelle. On ne peut pas se réjouir de la difficulté de l'autre. Mais enfin bon, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'au final, hein, au niveau de la ligne d'arrivée, on ne s'est pas joué et il n'est pas dit que tu n'arrives pas devant. Pourquoi? Parce qu'on tape dans le capital, et puis un jour, ça nous claque à la figure. Mais de toute façon, la consommation d'alcool, de cigarettes, de coke, de cannabis, de psychotropes divers, d'antidépresseurs. Tu sais qu'il y a 60 millions de boîtes d'antidépresseurs vendues par an en France, hein, une boîte par tête de pipe. Tu te dis, vu que les bébés de 3 mois ne sont pas encore autorisés, à partir de 2 ans. Avant, c'est un peu tôt, il ne faut pas rigoler. À partir de 2 ans, ils ont le droit de déprimer. Mais avant, c'est un peu tôt. Tu te dis qu'il y en a quand même qui doivent capitaliser, qui doivent en prendre pas mal de boîtes d'antidépresseurs. Donc, je refuse la négation comme quoi ils seraient en bonne santé. Non, ils ne sont pas en bonne santé, ils vont déjà très mal. Sur le plan physique, ça tient encore un petit peu la route. Ouais, il y a des capitaux qui sont différents d'un individu à un autre. C'est juste ça, capital nerveux, capital minéral, effectivement. Alors, bon, il nous en reste quelques-unes, on va les faire. Samuel, régénération perpétuelle. Bonjour, je me posais la question, si toutes les cellules ont la capacité de se régénérer, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vieillit et qu'on meurt? Théoriquement, le fait que chacune de nos cellules ait la capacité de se régénérer voudrait dire qu'on pourrait vivre des centaines d'années et même plus. Ouais, mais dans l'absolu, théoriquement, attention, je te vois venir, là, le bras qui repousse et tout, tu te dis, théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, hein, c'est une théorie, je dis théoriquement, alors je ne dis pas éternellement, mais théoriquement, on pourrait vivre très 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 longtemps, et d'ailleurs, il y a des témoignages dans l'histoire qui nous parlent de personnes qui ont vécu très longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on vieillit ou qu'on meurt? C'est qu'on tape dans le capital comme des malades. On dilapide le capital et que notre environnement est certainement pas du tout assez nourricier à notre époque pour nous permettre d'espérer autre chose que de la survie. C'est un peu trash, mais je crois qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Non, parce qu'on est content, parce qu'on est régénéré et ainsi de suite, mais il faut regarder notre état. On s'en sort. Pas trop mal. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'état normal de l'être humain au niveau physique? Enfin, je veux dire, on est d'une faiblesse musculaire. On va dire, lui, il parle parce que c'est un cure-dent. Moi aussi. Mais quand même, on est d'une faiblesse physique, morale. Qu'est-ce qu'on sait des aptitudes normales de l'être humain? On n'en sait rien. Donc oui, on pourrait vivre des centaines d'années et même plus, mais certainement pas dans le contexte dans lequel on vit actuellement. Déjà, débranche la Wi-Fi, parce que sinon c'est mal barré. Là, je veux te dire que tu pars avec un handicap pas possible. Et puis de toute façon, étant jeune, tu t'es déjà ramassé tous les antibiotiques, les métaux lourds que ta mère avait stockés. Donc... Bonjour Thierry, lorsqu'on désire prolonger la détox de la nuit en jeûnant et en avant-midi, celle-ci est-elle stoppée par la prise d'une bonne quantité de plantes médicinales en poudre, par la prise de psyllium, d'un verre d'eau chaude citronnée et du miel? Plus ce que tu vas prendre va avoir un besoin de travail digestif, plus ça va l'impacter. Mais alors après, c'est impossible à savoir. Impossible à savoir. En pratique, quelques plantes médicinales, je pense que ça
ça fait pas une grosse différence. Psyllium, il n'y a pas de travail digestif, le psyllium, donc ça va. Un verre d'eau chaude citronnée avec du miel, un tout petit peu, mais bon, le miel, ça se digère très rapidement. Je pense pas que ça soit cata. Karine, multiples symptômes et fatigue. Bonjour Thierry, depuis plus de 2 ans et demi, je mange cru à 90-95%, super. Il y a 4 mois, j'ai repris les jus chaque jour grâce à mon mari qui m'aide car je souffre toujours beaucoup malgré la morphine. Et je suis également obligé certains jours de prendre des anti-inflammatoires tellement mes douleurs sont insupportables. J'ai 45 ans, j'ai les mains qui gonflent et qui se déforment depuis plus de 3 ans. Des épanchements de synovie tous les jours au niveau des genoux et des omoplates, de la hanche. Quand je suis obligé de sortir pour consulter mon médecin, à peine je marche, je gonfle énormément. Ma hanche se bloque et je boite. J'ai des maladies telles que le syndrome de Gujo-Jorgen, donc c'est acidité au niveau des yeux, plus de larmes, une thyroïdite d'Hashimoto, la maladie de Raynaud, syndrome de Costen, le syndrome des jambes sans repos, des déformations osseuses, une forte scoliose, hernie discale. J'avais une douleur insupportable au niveau du genou droit et après 3 mois de jus, elle a disparu. Cool! C'est la seule douleur de tout mon corps qui s'est nettement atténuée jusqu'à disparaître. Je n'arrive plus à sortir de chez moi et ce depuis plus de 10 ans ou alors de façon occasionnelle en prenant plus de morphine. Depuis 1 an, je prends également les plantes pour aider mes émonctoires et celles qui correspondent à ce que j'ai comme symptômes pour aider un peu plus mon corps à aller mieux. Depuis plus de 10 jours, j'ai eu des diarrhées aiguës jour et nuit. Je me posais la question de savoir si c'était une détox ou un virus type grippe intestinale. Et je ne peux pas savoir, je suis désolé. Bon, maintenant ça fait 1 mois, donc tu dois avoir la réponse. Le seul moyen que j'ai trouvé tardivement pour la stopper était de prendre de l'argile. J'ai pris également beaucoup de poids 1 mois après avoir commencé les jus. En regardant tes vidéos à ce sujet, j'ai compris que mes émonctoires ne faisaient pas leur travail. J'ai pris de la graisse. Voilà. Question. Comment remédier si possible à la prise de poids importante avec d'autres plantes que celles que je prends déjà? Comment lutter contre les épanchements de synovie et la douleur intense? Comment favoriser le sommeil car je ne dors que 3 à 5 heures par jour à cause de mes douleurs? Acidose. Je veux dire, chaque fois que tu as de l'œdème, épanchement de synovie, que ça gonfle, quand ça dilue, quand il y a de l'œdème, c'est de l'acidose. Tu es ultra acide. Ce qui fait qu'au niveau des yeux, ça ne coule pas. Ce qui fait que tu as des problèmes articulaires, ce qui fait que ça gonfle. Tu as un syndrome de Raynaud, ça veut dire que ça ne circule plus, que tu es épuisé par ces acides. Et donc, le système cardiovasculaire ne pousse plus le sang jusqu'au bout de tes doigts. Thyroïdite, donc inflammation de la thyroïde, acidose. Syndrome des jambes sans repos, ça veut dire que ton système nerveux est irrité. Des déformations osseuses, une forte scoliose. Scoliose, c'est quand ça tire. Ça tire pourquoi? Parce qu'il y a de la rétractation de muscles qui sont irrités par les acides. Acidose. Tu me dis pas, tu as 45 ans, acidose. Vu ce que tu prends, je ne crois pas qu'il faille rajouter des plantes. À ce niveau-là, il faudrait vraiment essayer de cerner les facteurs dans ta vie qui font que ça ne lâche pas, qui font que ton corps n'élimine pas, qui font que tu en es arrivé à un stade pareil d'acidose. Souvent, quand je vois des tableaux comme ça, je dis qu'il faut tout changer. Et tout changer, qu'est-ce que ça veut dire? Alimentation, pas Marie, puisque visiblement, il t'accompagne très très bien, donc ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Cadre de vie, travail, région, j'en sais rien. Il faut que là, moi, si j'étais toi, j'irais à fond vers du soleil, de la relaxation. Il s'agit de sauver ta peau. Est-ce qu'il y a une intoxication aux métaux lourds? Auquel cas, le meilleur des remèdes pour éviter de prendre des risques, c'est de faire des mini-jeûnes pour dégager tous ces métaux lourds. Mais moi, dans un état comme ça, je continuerai à favoriser le fonctionnement émonctoriel, je me mettrai au soleil, je ferai des mini-jeûnes. T'es enflammé de partout, je peux rien te dire. C'est pas dans le cadre d'une vidéo comme ça que je vais pouvoir répondre. Mais on ne se rend pas compte de l'enfer que vivent certaines personnes. C'est juste délirant. Délirant, parce que ce monde est devenu ultra acide. Et si tu n'as pas un capital de départ suffisant, si tu as une barrière immunitaire qui est un peu faiblarde, tu te ramasses tout. Tu te fais déformer, tu te fais tordre littéralement par la contraction des muscles qui sont agressés par l'acidose. Et tu te retrouves dans un état pareil à 45 ans. Il faut tout changer. Il faut vraiment tout changer. Les jus, c'est bien, mais moi, j'irai beaucoup plus loin que ça. Je ne sais pas où tu vis, je ne sais pas dans quel cadre tu vis, je ne sais pas s'il y a de la Wi-Fi, mais il faut tout virer, te protéger. Si tu ne peux pas partir de la ville, au moins te mettre une cage de Faraday, tu vois, qu'ils appellent les baldaquins anti-ondes, pour que tu puisses dormir là-dedans, pour que tu puisses te reposer là-dedans, que tu sois enfin libéré de tout ce stress électromagnétique.
et vivre au maximum au contact de la nature et régénérer tout ça. Marcher tous les jours pour activer le système lymphatique. Il y a des situations, c'est dramatique, c'est catastrophique. Je comprends hein, que tu vives un véritable enfer. Tout changer. Et pas mieux. Sonia, évolution de la mortalité dans l'histoire humaine. Tout d'abord, bonjour Thierry, merci pour la générosité de la transmission. Je me pose ces questions. Pourquoi la longévité de l'être humain était si faible autrefois alors que les aliments raffinés n'existaient pas? Et que l'on peut imaginer que plus l'on remonte dans le temps, plus l'humain se nourrissait correctement. Merci, peut-être aurais-je la chance de te rencontrer et d'échanger directement avec toi sur ton stage prévu au mois d'octobre. Ah bah, si tu es au mois d'octobre, on se rencontrera, je te le confirme. Alors pourquoi la longévité de l'être humain était si faible autrefois? Ok. Qui est-ce qui dit qu'elle était faible autrefois? Moi j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien avoir une certitude à ce niveau-là. Alors tu vas me dire, ouais, il y a les statistiques de l'espérance de vie. Ok. Alors les statistiques de l'espérance de vie, elles sont complètement pipotées. On va faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais on se rend compte que les statistiques de l'espérance de vie, comme d'ailleurs toute l'histoire, hein, l'histoire, même une bonne partie de la sociologie, ils sont écrits par les vainqueurs et par l'idéologie régnante et qui n'a qu'un but de prouver qu'avant c'était horrible et que maintenant c'est génial. Donc de toute façon, tu ne peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre. Le maintenant, c'est génial. Les 60 millions de boîtes d'antidépresseurs, c'est génial. Hein, les enfants autistes qui vont être bientôt 1 sur 2, c'est génial. La Wi-Fi qui te grille la tête en permanence, c'est génial. Une alimentation qui est chargée d'insecticides, de pesticides, de fongicides, c'est génial. De toute façon, tu ne peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre puisque de toute façon, tout concourt à l'avènement de l'humain actuellement. On est le nec plus ultra. Réponse fausse. Et effectivement, l'histoire est réécrite. Donc l'espérance de vie, elle ne rend pas compte réellement de l'espérance de vie des individus. C'est une moyenne sur une population. Elle tient compte de la forte mortalité à la naissance. Pourquoi est-ce qu'il y avait une forte mortalité à la naissance? Parce qu'effectivement, les conditions d'hygiène n'étaient pas respectées. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu des améliorations dans les conditions d'hygiène qu'il faut tout accepter de la modernité. On va dire, ah oui, la modernité, les conditions d'hygiène. Ok, mais tant mieux, ça on peut le garder. Hein, je veux dire, puis les femmes, je dirais, elles étaient exploitées, épuisées, elles accouchaient dans des conditions qui étaient très très précaires. Ça, tant mieux, réjouissons-nous. Le problème, c'est qu'on nous fait croire qu'on prend un pack avec l'époque contemporaine. C'est soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. C'est-à-dire, soit tu en veux, soit tu retournes au Moyen-Âge. Souvent, on te dit ça. Mais vous ne voulez pas retourner au Moyen-Âge? Non, mais attends, je n'ai pas l'intention de retourner au Moyen-Âge. Par contre, si refuser la Wi-Fi, les pesticides, les OGM, c'est retourner au Moyen-Âge, là, excusez-moi, mais je crois qu'on peut faire 2 poids 2 mesures. Donc, l'espérance de vie, on va faire une vidéo là-dessus. Mais les gens ne vivaient pas moins vieux que maintenant. Si tu regardes un petit peu des statistiques, ils vivaient même globalement plus âgés. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire vivre plus âgé? Parce que si le but c'est de tracer un record en étant dans un état de santé pitoyable, gavé de médoc et à moitié shooté, pas une réussite. Alors je vais te rassurer, les gamins ils sont shootés à partir de 5 ans maintenant, ils sont sous amphétamine à partir de 5 ans. Donc la qualité de vie, elle est entre 0 et 5 ans. Et encore, et encore, et encore. Donc, toutes ces statistiques d'espérance de vie, des qualités de vie, pipeau total. Je perdais une feuille là. Émail Diamant, allergie. Salut Thierry, ma mère a déclaré une allergie aux œufs cette année et a même fait un choc anaphylactique et doit toujours avoir une seringue d'adrénaline sur elle. Question, peut-elle retrouver une vie normale? Ouais, si elle colmate ses intestins. Si elle colmate ses intestins. Parce que si elle fait une allergie aux œufs, c'est premièrement qu'elle manque d'enzymes pour digérer la caséine de l'œuf, les protéines qu'on va trouver dans l'œuf. Et deuxièmement, qu'une fois que c'est mal digéré, ça passe dans la circulation générale. Et hop, ça fait remonter le palpitant et ça fait un choc anaphylactique. Toujours pareil, allergie alimentaire, c'est la corrélation de 2 phénomènes, mauvaise digestion et passage dans le milieu intérieur, donc hyperperméabilité. Il faut réparer cette muqueuse intestinale, réparer définitivement cette muqueuse intestinale et je la renvoie vers toutes les vidéos où j'en parle encore et encore. Guillaume, source de protéines pour les sportifs. Salut Thierry, question d'un sportif. Pour le corps, on constate qu'on peut monter jusqu'à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour en arriver à ce ratio, tu penses quelles sont les meilleures sources de protéines après les fruits, légumes, oléagineux et graines? Alors déjà, 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, ouais, on peut monter comme ça, comme avec ma bagnole, je peux monter à 210, 220 sur l'autoroute. Est-ce que c'est une raison pour le faire?
Première question, est-ce nécessaire? La FAO parle de 0,6-0,7 grammes, donc on est né à moins de la moitié. Ce qui est certain, c'est que quand tu fais une charge protéique, tu augmentes la quantité d'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Accessoirement, ça peut te conduire à une belle forme de diabète au bout d'un certain temps. Et donc, tu crées de l'anabolisme. Est-ce vraiment nécessaire? Mais pour avoir 1,6 g de protéines par kilogramme de poids de corps, ouais, tu peux y arriver avec les fruits, légumes, oléagineux et graines. Ah, tu peux y arriver à fond. Hein. Si tu te gaves bien, tu vas y arriver. Sinon, quelles seraient les meilleures sources? Les plus biodisponibles, de toute façon, c'est simple, hein, c'est la spiruline et le pollen. D'après la FAO, les sources les plus biodisponibles, c'est spiruline et pollen, c'est les sources les plus riches, les plus concentrées. Voilà, tu as ta réponse. Après, les œufs, c'est pas mal pour ça, globalement. La question, c'est est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Mais sinon, spiruline, pollen, voilà, tu as tes recommandations de la FAO. Tranquille, recommandation de la FAO, je ne me mouille pas. Tu as vu ça maintenant? Nickel. Les recommandations officielles. La voix de l'autorité parle. Non mais faut arrêter avec les protéines. Faut arrêter, je veux dire. Allez, ouais, si tu tapes un petit peu, si tu fais du sport, tu charges un petit peu, mais tu charges avec des jus verts, tu charges avec de la spiruline. Franchement, la carence en protéines n'est jamais un problème. Le problème, c'est la carence en micronutriments, c'est la carence pour certains qui ne mangent pas du tout de gras en produits gras, mais la carence en protéines n'est jamais un problème. À part anorexie forte. Question d'Omérine. Bonjour Thierry, ma question ne concerne pas l'alimentation, mais plutôt ta vidéo sur la continence amoureuse que j'ai beaucoup appréciée. Dans une vidéo récente, tu as formulé par rapport à une question sur la contraception que l'homme a sa part de responsabilité et pourrait simplement ne pas éjaculer. Hein? Parmi mes connaissances, on me dit souvent que la méthode du retrait ne suffit pas, car il y a le fameux liquide préséminal ou prééjaculatoire qui peut entraîner avec lui des spermatozoïdes présents dans l'urètre. Ouais, donc... vu qu'il y a ce liquide préséminal, l'homme n'a rien à faire. Non, mais attends, c'est rigolo, c'est de la malversation. J'aimerais avoir ton avis sur la question. Ouais, il peut y avoir un liquide préséminal ou pré-éjaculatoire. C'est clair, et tout dépend jusqu'où tu vas au bord du précipice avant de tomber. Donc tout ça, ça fait partie des méthodes de continence amoureuse. C'est clair, c'est clair. J'aimerais avoir ton avis sur la question. Mon avis sur la question, c'est que c'est pas parce qu'il y a du liquide préséminal qu'on ne doit pas pratiquer la continence amoureuse. C'est pas parce qu'il y a du liquide préséminal que l'homme n'a pas une part de responsabilité là-dedans et qu'il suffit qu'il ne s'excite pas à fond. Mais pourquoi est-ce qu'il est excité? Parce que tout son système nerveux est hyper excité par tous les produits alimentaires qu'il consomme, tous les excitants, tous les perturbateurs endocriniens qu'il va consommer dans son alimentation et dans son environnement, parce que sa vie elle est horriblement frustrante et que l'homme est castré en permanence parce qu'il n'a aucune responsabilité, il n'a aucune prise sur sa vie propre, sur la vie de sa famille, qu'il n'a pas la place qu'il devrait avoir et qu'on est des impuissants, qu'on est globalement des impuissants, soumis à une espèce de diktat général, hein, qui fait qu'ils ont dit que, ils ont fait que, et voilà. Pourquoi? Alors on se défoule dans le coït amoureux, quoi. Mais c'est juste ridicule. Il s'agit de respirer, de prendre son temps, et d'habitude, liquide préséminal ou pas, on arrive à le détecter. Alors, question d'Angèle. Pardon. Aurais-tu un conseil pour les femmes enceintes et la constipation ainsi que les hémorroïdes de grossesse? Alors c'est rigolo parce qu'il y a des tas de choses qui sont dites de grossesse, comme si c'était un petit peu inéductable. La constipation et les hémorroïdes, c'est lié au fait que pendant la grossesse, c'est une phase de détoxification massive. Hein, et ouais, le corps il nettoie dans le gamin, il nettoie dans les émonctoires, il nettoie. Pensez la grossesse comme une période de nettoyage maximal. Un peu comme les menstruations sont une période de nettoyage maximal pour les femmes, la grossesse est une période de nettoyage maximal pour les femmes. Donc, les hémorroïdes, c'est juste en lien avec l'élimination de produits acides et ça brûle au niveau de l'anus, on le sent au niveau de l'anus parce que le reste des intestins n'est pas trop innervé en nerfs sensoriels, mais ça brûle partout, dans tous les intestins, ça veut dire que tu as tout ton système intestinal qui est hyper acide. Il s'agit de désacidifier tout ça
Et l'alimentation, le mode de vie, l'absence de stress, protéger, c'est un truc là. Si vous êtes une femme enceinte, quoi, sérieusement, quoi, il faut porter ces plastrons là qui permettent de protéger contre les ondes. Le gamin, il y a un truc qui s'appelle Belly Armor, j'ai aucun intérêt là-dedans, je leur fais de la pub, hein, mais c'est une protection qui protège l'enfant contre les rayonnements électromagnétiques, je vous en supplie, quoi. Il faut faire ça aux gamins, il faut les protéger, et puis il faut les protéger pendant leur jeunesse. Hein, il ne faut vraiment pas de wifi à la maison, pas de téléphone portable à la maison, il faut arrêter d'en faire des cobayes, quoi, parce qu'on ne sait pas, c'est des monstres qui vont se reproduire après. Donc il faut protéger à ce niveau-là, et tu es en train de détoxifier un maximum. Donc moi j'utiliserai de quoi éliminer au niveau des reins, hein, de quoi éliminer au niveau des intestins. Il y a beaucoup de matière qui est relâchée, tu es peut-être fatigué, ça explique la constipation, mais tous ces traits de la femme enceinte ne sont pas inéluctables, c'est juste lié au fait qu'il y a un gros relargage toxique. Tu essaies de te faire une alimentation à base de fruits, poissons, légumes, mais deux fois je craque car tu es gourmande. Tu as arrêté le lait, la viande, tu limites le sucre, beurre. Ouais, donc tu t'es lancé dans une période de détoxification, c'est génial. Ça se traduit comme ça. Moi j'utiliserai du balai intestinal pour aider les intestins à fonctionner. Tu es peut-être un peu fatigué, ça demande beaucoup d'énergie de porter un enfant. Donc si tu es déjà limite, eh ben, ça peut être un petit peu lourd au niveau... ça peut être un petit peu lourd au niveau physiologique. Donc voilà. Bon écoutez, on va faire une petite pause, hein, parce que là ça fait bien trop longtemps que je suis assis, et on se retrouve tout à l'heure ou demain, en fonction de l'emploi du temps. Bon allez, ça a été une toute petite pause, un peu de temps. Il nous reste encore quelques questions à traiter, on va essayer de les traiter sur le champ. Audrey, maladie génétique. Bonjour Thierry, 2 questions sur les maladies génétiques. Rétinite pigmentaire. Mon mari est atteint d'une rétinite pigmentaire. À 30 ans, il ne voit plus que le tunnel central. Les spécialistes lui ont dit qu'il n'y a rien à faire et qu'il devait être heureux de voir encore cet âge. Bah ouais, t'imagines. Sans attendre de miracle, excuse-moi, je rigole parce que c'est odieux, quoi. Sans attendre de miracle, je voudrais connaître ton avis sur cette dégénérescence progressive au niveau de la rétine et des différents récepteurs. Même s'il peut y avoir une faiblesse génétique, pourquoi elle se déclenche vers 18 ans pour le cas de mon mari, et qu'est-ce qui explique son évolution progressive et sous forme de paliers successifs plus ou moins rapprochés? Tu poses les bonnes questions, Audrey. Comment se fait-il, étant donné que c'est génétique, que ça apparaisse à 18 ans? Tu sais, c'est un peu comme quand on te raconte que l'autisme c'est génétique. Ah d'accord, c'est génétique, le nombre augmente, il y a une multiplication des cas, ainsi de suite, ça apparaît des fois à n'importe quel âge, mais c'est génétique. Si c'est génétique, ça démarre dès la naissance. S'il y a un problème génétique, ça démarre dès la naissance. En plus, on sait que la génétique, elle se casse le nez sur l'épigénétique, comme je le dis souvent. Mais bon, il n'y a rien de génétique dans une rétinite pigmentaire. Au pire, si on voit une altération génétique, hein, cette altération génétique, elle est la conséquence de quoi? Tu as une rétinite pigmentaire, donc tu as une inflammation de la rétine. Hein. Donc la modification de l'ADN peut être une conséquence de l'acidose généralisée. Il faut vraiment qu'on se visse dans le crâne que Pasteur s'est complètement planté. Pasteur qui postule que le corps humain est stérile. Oh, stérile, avec des toges blanches en train de gambader dans les prés. Tu sais, on se croirait dans la famille Ingalls, tu sais. Non, le corps humain, il n'est pas stérile, il est rempli de micro-organismes. Et comme le dit Béchamp, l'expression de tout notre patrimoine, de ce qui fait nous-mêmes, est conditionnée par l'état du terrain. Donc c'est l'état du terrain qui conditionne l'expression même de nos gènes. Hein, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, à noter qu'il souffre également de psoriasis sur tout le corps depuis 10 bonnes années, qu'il est passé à une alimentation plus physiologique depuis 1 an, fin du gluten et produits laitiers, fruits et légumes crus et cuits à la vapeur, protéines animales également, et qu'on a travaillé une amélioration de notre rythme de vie, coupure internet la nuit, réduction du stress, sommeil, soleil. Son psoriasis est nettement réduit, mais il a encore quelques plaques sur les zones moins exposées au soleil. Il y a un truc là, il faut y aller plus fort encore, il faut réapporter de l'alcalinité, il faut réapporter de l'énergie dans tout ce système. Vous êtes dans la bonne direction, ça j'en doute pas, mais la rétinite n'est qu'une inflammation de la rétine. Alors il y a un truc qui peut aider, c'est de prendre des cupules pour bains oculaires et de se faire des bains oculaires avec du plasma de Quinton à l'isotonie. Hein. Et puis combien de temps? Le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que ça lâche, matin et soir. Hop, il se prend ces 2 cupules, il se le met sur son œil, il ouvre l'œil, et puis il se fait baigner avec du plasma marin à l'isotonie, hein, de manière à reminéraliser avec des minéraux biodisponibles au maximum.
Et voilà quoi, c'est une rétinite, c'est une inflammation. Alors les conséquences sont lourdes, la symptomatologie est lourde, mais c'est qu'une inflammation, c'est rien de plus. Donc elle n'a pas à vous faire peur. Mais cette histoire de maladie génétique, elle me fait doucement marrer. Le nombre de maladies génétiques dans lesquelles finalement on te dit « Ah mais c'est génétique, il ne faut pas y toucher ». Le mec, il modifie son cadre de vie, il modifie son hygiène de vie et bim, il va 10 fois mieux. Et bien qu'il y a un problème. C'est bien que la maladie n'était pas si génétique, entre guillemets, que ça. Non, la génétique, c'est juste pour te dire ta gueule. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Non, 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 mais c'est bon là, c'est terminé, terminé. Il n'y a plus de débat, plus de discussion. Moi, je suis spécialiste, je te dis que c'est génétique. Génétique, c'est la sentence définitive. Je crois que c'est génétique. À ce moment-là, il n'y a plus de débat possible. Et si tu oses dire quelque chose, si tu oses dire, ouais, non, mais la génétique, épigénétique, tout ça, et puis la génétique, on parle de quoi? On parle de génétique cellulaire. C'est pas plus de 10% de notre patrimoine génétique. 90% de notre patrimoine génétique, il est microbien. Hein? Non, non, tais-toi, t'es pas médecin, t'as pas les diplômes, t'as pas ce qu'il faut pour pouvoir tenir la route. Neurofibromatose. Mon petit cousin de 4 ans serait atteint d'une neurofibromatose de type 1. Présence de taches caféolées sur la peau et développement de tumeurs le long des nerfs pouvant suivant leur emplacement côté des troubles plus ou moins handicapants. Ce n'est pas confirmé par des tests génétiques, car ils sont très chers et non remboursés, mais les symptômes semblent caractéristiques pour les médecins. Là encore, la médecine occidentale se déclare impuissante et laisse les parents dans l'incertitude de son évolution. Chose étrange. Le petit adore les fruits et en mange une quantité assez importante chaque jour. Les parents qui ne sont pas trop ouverts sur les sujets de changement de mode de vie ont tout de même la bonne idée de le laisser faire. Ah ouais, c'est cool. Moi, il ne l'empêche pas quoi. Il consomme néanmoins beaucoup de produits laitiers, du commerce et des céréales. Connais-tu cette pathologie? Non. Et saurais-tu me donner quelques pistes qui pourraient aller dans le sens de la guérison ou du moins d'une limitation de la maladie afin que je puisse en parler avec ses parents? Si tu as un développement de tumeur, il faut dire aux parents que les tumeurs ne sont que des petites poches de toxicité, rien de plus. Hein? Un cancer, c'est juste un stade ultérieur finalement de la toxicité, de l'acidité. D'ailleurs, quand on ouvre une petite tumeur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des champignons, hein? Il y a des micro-organismes de partout. C'est en train de nettoyer, c'est en train de manger. Sauf que le système immunitaire, il est débordé. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux parents? Tu peux leur dire que leur gamin, il est immunodéficient, ça c'est certain. Donc, il a une barrière intestinale qui est extrêmement affaiblie. C'est-à-dire qu'il faut le sortir tout de suite du brouillard électromagnétique dans lequel il vit. Que leur gamin, il présente un phénomène de porosité intestinale, c'est à 100%. 100%, de toute façon la plupart des gamins qui naissent maintenant l'ont, et qu'il faut qu'ils se crachent dans la main pour changer un peu les choses, qui regardent un petit peu les maladies génétiques chez les enfants et qui regardent ce qu'un changement alimentaire de mode de vie peut amener. Mais quelque part, les parents, il faut leur payer un... Alors, attends, on va dire, le mec, business et tout ce que tu veux, il faut leur payer un stage. Parce que tu auras beau leur donner des exemples et des choses comme ça ne va pas les motiver assez. C'est une vraie démarche qu'il faut faire. Donc, pris par l'extérieur, si c'est toi qui leur dis « Oh, il faudrait faire ça et ça et ça », ça ne va pas marcher. Je veux dire, quand je dis « ça ne va pas marcher », c'est que ça demande vraiment de résister au monde en permanence. Il faut bien comprendre que le monde, en tant que tel, il cherche à vous séduire en permanence. Et tu passes dans la rue, c'est pas parce que tu vas commencer à manger cru que les boulangeries vont se fermer, que les supermarchés vont arrêter d'avoir des chips, des produits transformés pleins d'OGM et d'additifs. Donc c'est à toi de te positionner et de résister au monde en permanence. Alors, au niveau alimentaire et puis à tous les niveaux, parce que je crois qu'à peu près toutes les stimulations du monde, elles sont juste pourries et à jeter. Donc il s'agit de résister, mais tu ne peux pas résister si tu n'as pas la connaissance de pourquoi tu résistes. Et en tant que parent, pour accompagner un enfant comme ça, il va falloir avoir de l'énergie surrénalienne. Donc, faut leur offrir la connaissance. Ou leur mettre une conférence ou un truc comme ça. Voilà, j'espère que ça saura te motiver. Question de Béatrice. Bonjour Thierry. Ayant été opéré d'une colectomie totale, suppression du côlon, et une partie du grêle, je vis très mal avec toujours force diarrhée, subocclusion et dépression en permanence. J'aimerais savoir si tu peux m'aider. Je bois des jus depuis 1 mois, mange très peu de viande et fromage, peu de gluten. On t'a enlevé, Béatrice, je vais pas te mentir, on t'a enlevé le côlon et on t'a enlevé une partie de l'intestin grêle.
Je veux dire, il y aurait déjà de quoi intenter un procès aux personnes qui ont fait ça. C'est catastrophique. C'est une mutilation. C'est une mutilation rituelle, en plus, pour le coup. C'est de la manipulation, c'est de l'abus sur personne en faiblesse, puisqu'ils profitent de leur pouvoir pour t'imposer des opérations qui leur apportent énormément et pour te mettre dans un état de dépendance qui est colossal. Alors, je ne vais pas te mentir, je vais essayer de te proposer des solutions, mais je ne vais pas te mentir. C'est catastrophique ce qui a été fait. Enlever le côlon et une partie du grêle. Le grêle sert à absorber, le côlon sert à éliminer. Je veux dire, si vous vous retrouvez dans cette configuration-là, il faut juste leur demander, mais qu'est-ce que je vais faire après? Comment ça va fonctionner? Non, parce que vous m'enlevez ces parties, mais dites-moi, quel est le plan après? Non, parce que couper, 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 ça je sais que vous êtes prompt à le faire, mais quel est le plan? Comment va fonctionner mon corps? C'est de la folie, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie qu'on puisse enlever des organes vitaux à des individus et qu'on considère ça comme normal. Ah, on va vous enlever le côlon. C'est juste complètement dingue. On marche sur la tête totalement. Et le fait que nous ne nous rébellions pas contre ça prouve à quel point on a été maintenu dans un état d'ignorance, de soumission, d'assujettissement. Et dans un état d'obscurantisme crasse finalement par rapport à notre corps. On te dit on va enlever ça. Toi tu dis le côlon, techniquement, ça peut... Non. Non, excusez-moi. C'est pas rigolo, hein, du tout. Mais je suis énervé. Je suis énervé parce que c'est impunité totale. Personne ne rend compte de ces atrocités. Personne. Même considéré comme normal, tu devrais avoir de la chance. Alors tu es en dépression, mais oui, parce que tu ne produis plus assez de neurotransmetteurs. Parce qu'une bonne part des neurotransmetteurs dans ton corps sont produits par le côlon et par le grêle. Moi, ce que je ferai, c'est avec le bout qui reste, essayer de l'optimiser. Je ne peux pas te dire mieux. Essayer d'optimiser le morceau qui reste. C'est-à-dire, quand je me fais des jus, me faire des jus avec beaucoup de lactofermentation dedans, de manière à apporter un surplus de bactéries dans mon grêle, bien que ton grêle n'est pas fait normalement pour héberger des bactéries, mais va falloir soutenir à ce niveau-là. Désolé Béatrice, hein, je sais pas trop. Les jus vont t'aider. Par contre, je pense que si tu en bois beaucoup d'un seul coup, ça risque de te donner des diarrhées très importantes. Donc je te conseillerais de commencer par des jus que tu vas prendre à la petite cuillère. Tu vois, petite cuillère, par petite cuillère, par petite cuillère. Commencer par les jus à la petite cuillère. Commencer par des légumes cuits juste en purée, choses comme ça, et puis commencer à désenflammer tout ça, à apporter un maximum de bactéries avec des légumes lactofermentés. Je pense que ça devrait pouvoir déjà faire une différence, ça devrait déjà pouvoir pour améliorer les choses, mais quelle va être ta marge de progression avec le handicap avec lequel tu pars, au sens propre du terme, ça j'en sais strictement rien, je ne peux pas te le dire, je ne peux vraiment pas te le dire. Ouais, le programme de désinflammation, mais vas-y tout doux. Et de toute façon, étant donné que le côlon est l'organe d'élimination, tu as tout intérêt, si tu veux vivre les prochaines années de façon confortable, à favoriser une alimentation qui n'est pas fortement mucogène, qui n'est pas fortement productrice de déchets. Donc aller définitivement vers une alimentation riche en fruits et en légumes, en allant à la vitesse à laquelle ton corps peut le supporter. Donc y aller tout doux, parce qu'effectivement, ça peut amener beaucoup de réactions, vu que tes processus digestifs ne sont pas complets. Voilà. Là, il y a peu de précision. Si tu en veux plus, n'hésite pas à nous envoyer un autre message et puis on essaiera de voir comment on peut t'aider. Mais j'avoue que c'est le genre de situation où je suis un peu désemparé. Il y a des altérations sur le corps qui sont lourdes de conséquences. Question de David. Je voudrais avoir l'avis de Thierry au sujet des MST, maladies sexuellement transmissibles. Est-il possible de tout guérir ou éviter en ayant une vie saine, comme Thierry le recommande? MST, maladie sexuellement transmissible, maladie bactérienne, ou virale d'ailleurs. Mais moi je te dirais toujours la même chose, que fiche le système immunitaire? Je veux dire,
Tu es exposé en permanence à des souches bactériennes et virales dans tout ton environnement. Hein. Les MST, les maladies sexuellement transmissibles, ne sont transmises que sur des organismes qui sont immunodéprimés. Et pourquoi est-ce qu'ils sont immunodéprimés? Parce que pesticides, antibiotiques qui ont détruit la flore intestinale. Donc effectivement, en ayant un mode de vie qui nous affranchit d'une forme de stress, qui nous met loin des rayonnements électromagnétiques, qui a une alimentation qui est riche en fruits et en légumes chargés de bactéries, de micro-organismes, qui contient des jus, des lactofermentations, on se met dans la meilleure des positions pour avoir un système immunitaire suffisamment opérant pour se protéger, pour être protégé contre les MST. Ça me paraît une évidence. Oui. Jacques, bonjour Thierry et bonjour à toute l'équipe. Salut Jacques. Une très grande partie de la population mondiale consomme du riz au quotidien ou presque. Asie, Amérique centrale et du Sud, Occident en général et ailleurs. Pourrais-tu Thierry nous éclairer sur les effets du riz sur l'appareil digestif et sur les conséquences bénéfiques ou non sur la santé, ainsi que les différentes classifications, blanc, semi-complet ou complet, et leur incidence? Le riz est-il pour toi, comme les farines de blé, une colle à tapisserie pour les intestins et dans le cas d'une consommation régulière, ou au contraire bénéfique pour le bon fonctionnement des intestins, amidon, enzymes? Je te remercie beaucoup si tu pouvais nous faire une vidéo sur le sujet. Bon, je ne vais pas te faire une vidéo, mais je vais te faire une petite réponse là-dessus. Une grande partie de la population mondiale consomme du riz, l'autre moitié consomme du blé. Et au niveau mondial, on a une médecine extrêmement raffinée. Donc, ce n'est pas un critère. Tu sais, souvent on me dit « Ah, mais les Chinois, ils mangent du riz, comment tu peux être contre le riz ?» Je dis « Ouais, mais les Chinois mangent du riz. Est-ce que les Chinois sont en forme ?» A priori non, parce qu'ils ont une médecine super élaborée, quoi. Donc ils ne sont pas plus en forme que ça, quoi. Alors riz blanc semi-complet ou complet, ça dépend de la présence ou non de l'enveloppe du grain qui contient pas mal de minéraux. Le problème, c'est que dans l'enveloppe aussi, il y a pas mal de pesticides, parce que c'est là qu'ils s'y logent. Donc quand tu vas me demander est-ce qu'il vaut mieux du blanc, du semi-complet ou du complet, je vais te dire en bio, a priori, sur des intestins qui ne sont pas trop enflammés, il vaudrait mieux du semi-complet ou du complet, si tu arrives à le digérer. Bien que le complet, ça ramone vraiment, il y a beaucoup de fibres insolubles, on n'est pas fait pour manger ça. Allez, du semi-complet. Par contre, si c'est pas bio, je te conseille du blanc. Mais le blanc, c'est chargé d'amidon. Effectivement. Quel est le problème? Le problème, c'est comme tous les sucres complexes. Parce que le blé, on te parle du gluten du blé. Le gluten du blé, c'est une protéine. Mais quand on parle du problème avec le gluten du blé, on ne te parle pas du problème qui est posé par les longues chaînes de sucre complexe dans le blé. Ces longues chaînes de sucre complexe, pour pouvoir les digérer, il nous faut des enzymes. L'amylase en est une. Mais on est équipé d'une certaine quantité d'enzymes. Si notre alimentation est massivement composée de longues chaînes de sucre complexe, on n'a pas le capital enzymatique, surtout si on est fatigué, surtout si on est stressé, on n'a pas le capital enzymatique pour décomposer ces longues chaînes. Et si on ne les décompose pas, qu'est-ce qui se passe? Elles se retrouvent dans nos intestins. Effectivement, c'est une forme de colle à tapisserie. Et surtout, les champignons et les levures, c'est la fête. Hein. C'est la bamboula. Ils peuvent s'éclater parce qu'ils ont de la nourriture à manger. Donc effectivement, candidose généralisée à l'échelle de la planète, oui, c'est évident, par la consommation de sucres complexes. On n'est pas fait pour consommer des sucres complexes. Ça, tu vois, il y a des trucs qui sont évidents pour moi. Par exemple, on dirait, tiens Thierry, au bout de toutes ces années sur l'alimentation, qu'as-tu appris? Un truc que j'aurais appris, c'est le premier truc, c'est que notre alimentation est très fortement carencée en micronutriments et qu'il faut s'orienter vers une alimentation très riche en micronutriments. La deuxième, c'est que toutes les céréales qui sont utilisées actuellement, elles sont riches en sucre complexe et qu'on n'a pas le capital enzymatique pour les digérer. Et donc ça fait le lit de toutes les proliférations fongiques que tu puisses imaginer. Alors franchement, si tu dois plutôt que du riz, il vaut mieux consommer à la rigueur de la quinoa, du sarrasin, du millet, de l'amarante, qui ne sont pas des céréales, qui sont des graines d'herbacées et qui ont des chaînes de sucre qui sont plus courtes, quand même plus faciles à digérer. Mais c'est juste une question de chaîne de sucre. Oui, c'est de la colle à tapisserie, c'est de la nourriture à candida, c'est de la nourriture à levure. Oui, on n'a pas le capital enzymatique pour le digérer. Oui, ça ralentit la circulation des matières. Oui, ça conduit à la constipation. Et oui, ensuite, ça va nous faire vivre dans un état d'ébriété permanente. D'ébriété, ouais, parce que quand ça fermente, ça fait de l'alcool. Alcool, acétaldéhyde, neurotoxine. Donc ça va nous faire vivre aussi dans un état d'irritation nerveuse permanente. Pour moi, c'est une catastrophe civilisationnelle. Question de Dominique.
Je visite ton site depuis février 2014 et plus de 790 vidéos plus tard, je découvre la notion de réplétion. Dans ma petite enfance, j'ai souffert d'anorexie et à l'adolescence d'hyperphagie. Cette notion de réplétion me touche énormément. Comment reconnaître cet état, l'anticiper et l'apprivoiser? Bon, ce qu'on appelle réplétion, c'est une sensation au niveau de l'estomac. On a des sensations au niveau de l'estomac? Non, parce que d'habitude, entre ça et ça, ouais, entre ça et ça, d'habitude, on ne sent rien. Parce qu'à force de consommer une alimentation qui est hyper agressive, hyper acidifiante, on a tout ça qui est brûlé et qui n'est plus sensitif. Mais effectivement, on peut avoir une sensation au niveau de l'estomac. La réplétion, normalement, c'est la sensation, c'est la première sensation qu'on a d'avoir un estomac. Tu vois, tu manges, puis au début, tu n'as pas l'impression d'avoir un estomac. Tu as l'impression que ça passe, ça passe, ça passe. Et puis d'un seul coup, tu vas avoir la sensation que tu as un estomac. Ça, c'est la réplétion. La réplétion, ça veut dire... C'est bon, arrête-toi là, calmos, stop, c'est bon. Ton capital enzymatique est suffisant pour digérer tout ça, mais il ne faut pas aller au-delà. C'est ça la réplétion. Comment reconnaître cet état? C'est cette sensation. L'anticiper, bon, il n'y a pas besoin de l'anticiper, quand ça arrive, ça arrive. Et l'apprivoiser, l'apprivoiser, c'est le respecter. On a du mal à imaginer qu'on a des sensations corporelles, c'est ce qu'on appelle l'aliesthésie, modification des perceptions sensitives en fonction des besoins du corps. On a des perceptions corporelles qui sont dépendantes et qui nous renvoient des informations sur nos besoins réels en permanence, au niveau gustatif, au niveau olfactif, au niveau, comment on dit, le toucher, sensoriel, hein, au niveau sensoriel, on a une aliesthésie, modification de nos perceptions. C'est-à-dire que nos récepteurs peuvent être plus ou moins sensibles en fonction des besoins. Et donc tout ça, ça va permettre de moduler que notre corps renvoie à notre conscience nos besoins réellement et qu'on puisse y avoir accès. Et le truc, c'est qu'on a complètement oublié ces notions, c'est certain, et comme on les a complètement oubliées, on navigue un petit peu à l'aveuglette. Donc on mange, puis d'un seul coup, j'en peux plus. Ouais, non mais attends, il y a eu des tas de sensations préalablement. Et le seul moyen de redevenir sensible, c'est de l'accepter, de le vouloir. C'est-à-dire de commencer à écouter, à entendre, à dépasser, à faire des erreurs, à se dire là je suis allé un peu trop loin, là je ne suis pas allé assez loin. Et par petites touches, tu vas y arriver. C'est ça. Alors, question de Denis. Denis Tisserand. Excuse-moi, j'ai dit ton nom. Je crois savoir qu'il faut des huiles pour la bonne assimilation des substances des fruits et des légumes. Peux-tu traiter le sujet ? Tu vois, le problème moi, que j'ai là-dedans, c'est chaque fois qu'on me sort des trucs comme ça veut dire que tu ne peux pas bouffer une carotte sans avoir ta burette d'huile d'olive à côté de toi. Et dans un contexte naturel, c'est juste totalement inapproprié. En plus, si on parle de l'absorption des nutriments, il y a dans ton tube digestif en permanence des acides gras. Même, je vais te dire, la fermentation des sucres produit des acides gras à chaîne courte. Donc des acides gras, il y en a en permanence dans ton tube digestif. Donc les nutriments, ils peuvent être absorbés. Ça, c'est encore de la masturbation de boîte à poux. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment se torturer l'intellect et on nous balade avec ça. Il faudrait prendre de l'huile avec de la vitamine A pour mieux l'absorber et tout. Mais de l'huile, de la vitamine A, t'as tout dans les intestins. Déjà, t'as 3 repas qui se baladent dans tes intestins. Puis il y a des reliquats d'un peu partout et ça fermente d'un peu partout. Et ça produit des acides gras d'un peu partout. De toute façon, il faut revenir à un contexte naturel. Dans un contexte naturel, est-ce que tu peux te nourrir en ayant en permanence ta carotte et ta cuillère d'huile? Non. C'est donc qu'il y a une arnaque intellectuelle derrière ça. Et elle est présente dans le simple fait qu'il y a en permanence des acides gras dans nos intestins, il y a des acides gras liés à la fermentation des sucres, donc il n'y a pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Je veux dire, tu en consommes, il n'y a pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Ah mais ça c'est le genre de truc qu'on nous balade et puis tu as des articles plein les blogs et tout, puis c'est le grand truc, on est une période d'information mais une période d'obscurantisme aussi maximale dans lequel on reproduit les articles, chaque blog se copie les uns les autres et puis se légitime les uns les autres. On dit j'ai trouvé cette information dans 100 blogs, ouais mais ils se sont tous copiés. Ils sont tous copiés parce que le but c'est de t'attirer sur le blog pour que tu puisses faire marcher le compteur à publicité. C'est ça le but. Beaucoup de vidéos sur internet et de blogs internet ne sont que des plagiats dont le seul but c'est de gagner de l'argent grâce à la publicité. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils se reproduisent les uns les autres que ça peut avoir de la valeur. Question de Maxime. Salut l'équipe de Vivre Cru. Ah non, c'est pas une question. Super plan, super plan. Là Maxime, il a un truc pour vous.
J'ai la chance de travailler dans un verger bio de plus de 15 hectares avec plus de 2500 fruitiers. Une petite centaine de fruits différents, donc des jackfruit, des jaboticaba, je ne connais même pas, des sapotilles blanches, noires, jaunes, donc des sapotilles chico, des sapotes mamé, des sapotes negro, des sapotilles, et mélimor, ce qui veut dire en anglais, et mélimor. Le patron voudrait mettre en charge du management des woofers. Donc si vous pouvez passer l'info à des gens motivés, dynamiques et sérieux, ça serait super pour nous et pour eux. C'est pas une communauté où quelques heures de travail suffisent, c'est un peu exigeant, mais l'endroit en vaut la peine. Je dis ça pour les gens qui recherchent plus un séjour relaxation détente. Je connais des endroits par ici, dans l'une des plus vieilles forêts tropicales du monde, avec une belle abondance. Contactez-moi pour plus d'infos. Ok, il est en Australie, Maxime, si je ne me trompe pas. Ouais, si je ne me trompe pas, il est en Australie. Il s'appelle Maxime Sherfana, S-H-E-R-F-A-N-A, Sherfana, S-H-E-R-F-A-N-A. D'ailleurs, je regarde où c'est, il m'avait envoyé des photos, je crois. Je regarde où on en est, 24 minutes, super. J'essaierai de penser. Maxime Sherfana, S-H-E-R-F-A-N-A. On peut le contacter sur son Facebook ou à l'adresse racine, R-A-C-I-N-E, .maxime, M-A-X-I-M-E, @yahoo.fr. Si tu veux aller te gorger de sapote, de jackfruit, peut-être même de durian en Australie, dans une très grande forêt, et que tu as des bras valides et des jambes valides, puisqu'il dit bien lui-même que c'est pas pour se reposer, donc ça va être un peu roots. Je te le conseille fortement, 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 pour qui veut partir un petit peu à l'aventure. Alors, question de David. Thierry, en cette période de gastro, peux-tu nous expliquer le phénomène? Gastro-entérite, c'est une infection bactérienne de l'intestin grêle. Alors c'est toujours intéressant. Comment ça se fait qu'il y ait une infection bactérienne? Parce que petite physiologie digestive, normalement on a une poche à ce niveau-là qui s'appelle l'estomac, qui est remplie d'acide chlorhydrique. Le but de l'acide chlorhydrique, c'est de nous protéger contre toutes les bactéries qui viennent de l'extérieur. Normalement toutes les bactéries, elles doivent être quasiment tuées. C'est pour ça que je dis souvent, les probiotiques, il y a une bonne partie qui est détruite par l'acidité digestive, y compris pour les lactofermentations. C'est pour ça que raison de plus pour en prendre régulièrement. Donc, est-ce que je peux t'expliquer le phénomène? Oui, simplement que la barrière qui devrait nous protéger contre l'invasion de bactéries, on va dire pathogènes, ne fonctionne pas. Et qui plus est, qu'il y a une telle dysbiose à l'intérieur des intestins que ce qui passe s'installe, et s'installe tranquillement. Parce que normalement, il y a un premier filtre au niveau de l'estomac, et ensuite, si ça passe, normalement, il devrait se retrouver au beau milieu d'une foule et d'une multitude de bactéries, de virus, les virus étant la plupart du temps des bactériophages. En tout cas, il y a beaucoup de virus qui sont des bactériophages et de champignons. Et puis que là-dedans, il ne devrait pas vraiment trouver sa place, il devrait se faire éjecter rapidement parce que c'est déjà surpeuplé. Le problème, c'est que non, il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Il y a une acidité chlorhydrique au niveau intestinal qui est plus faible et ça part. Alors pourquoi plutôt en hiver? Parce qu'en hiver, il y a une immunodépression qui se met en place, toutes nos sécrétions digestives diminuent, tout notre système immunitaire qui est essentiellement bactérien diminue. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour vivre dans cette mouise, dans ce froid et dans ce gris. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. En plus, on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur, pas assez de soleil. Le système immunitaire, qui est déjà limite à les chaussettes, il tombe. Voilà. Question de Yacine. Bonsoir, quel est selon vous le métier le moins stressant? Oula. C'est intéressant, une question intéressante. Le stress, c'est l'adaptation. Donc le stress est une bonne chose. S'adapter est une bonne chose. Le problème, c'est la sursollicitation par le stress. C'est-à-dire qu'un métier dans lequel tu dois t'adapter en permanence, c'est un métier qui va être délétère pour toi. Donc déjà, le métier le moins stressant, c'est d'abord un métier dans lequel tu n'es pas soumis à un arbitraire, un aléatoire. C'est un métier dans lequel tu as ta pleine responsabilité.
c'est un métier dans lequel tu as un peu les tenants et aboutissants, où tu n'es pas un petit maillon de la chaîne qui reçoit des informations dont il ne peut rien dire et qui est obligé d'exécuter sans poser de questions. Ça, pour moi, c'est un des critères des métiers intéressants. C'est-à-dire, c'est un métier physiologiquement intéressant, c'est un métier dans lequel tu as toute ta responsabilité, tu as ton autonomie. Après, quel est le métier le moins stressant? Ça serait quand même un métier dehors, je crois. Un métier dehors dans lequel tu es autonome, dans lequel tu n'as pas une pression économique trop forte, donc avec un bon retour qui te permet, économiquement parlant, de t'en sortir. Je sais pas, ouais. Tu cultives du safran, des trucs comme ça. Non, mais c'est très individuel comme question, chacun va y trouver. Mais je te dis, moi, un de mes critères, c'est vraiment la notion d'autonomie et de responsabilité. Donc, si tu es un petit maillon d'une chaîne, c'est jamais satisfaisant et c'est hyper stressant parce que tu es soumis à la pression des autres et puis ça se répercute comme une espèce de chaîne vicieuse, on va dire d'une certaine manière. Alors, deuxième question, peut-on guérir des diverticules intestinales et comment ? Les diverticules intestinales, ce sont des petites poches, des petites hernies qui se passent au niveau des intestins. Alors, peut-on guérir des diverticules intestinales? Ouais, j'ai des témoignages de diverticules intestinaux qui se sont guéris. Il faut toujours penser, s'il y a une hernie, ça veut dire qu'il y a affaiblissement des tissus. S'il y a affaiblissement des tissus, il y a déminéralisation. C'est la déminéralisation qui conduit à la formation d'hernies. Donc, la première des choses à faire, c'est reminéraliser. Et ce n'est pas pour rien que ça se déminéralise au niveau des intestins et au niveau du côlon. C'est que notre côlon est l'endroit du corps qui voit passer le plus de produits acides dans notre alimentation, au quotidien, en permanence. Donc, pour guérir des diverticules, bon, ça demande une adaptation individuelle. On ne peut pas aller les presser là, au niveau du côlon. Vous pouvez taper diverticules sur Glouglou, vous allez voir un peu ce que ça donne. Mais reminéraliser, 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 reminéraliser. Bonjour Thierry, c'est une question de Loïc. Est-il possible d'intégrer dans un prochain question-réponse un argumentaire en lien avec la pilosité? Est-ce un signe de bonne ou de mauvaise santé? Y a-t-il un lien avec l'alimentation? Peut-elle disparaître? La pilosité chez un homme, puisque tu t'appelles Loïc, la pilosité chez un homme, c'est un caractère sexuel secondaire. Donc plus tu as de pilosité, normalement, plus ça veut dire que tu as un système endocrinien qui fonctionne. Après, il y a des caractéristiques, des spécificités génétiques. Les hommes qui ont une très faible pilosité, s'ils sont dans le sud, ça veut plutôt dire qu'ils ont un système endocrinien qui est faiblard. Est-ce qu'elle peut disparaître? Ouais, si tu passes ton temps à t'épuiser, je pense que tu peux faire diminuer ta pilosité. Ouais, il faut vraiment taper dans ton capital, il faut vraiment en avoir envie. Mais ouais, ça peut marcher. Non, blague à part, est-ce qu'il y a un lien avec l'alimentation? Oui, 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 une alimentation qui est très stimulante, excitante, peut stimuler le système endocrinien et faire qu'on a une pilosité plus importante. Chez les femmes, par contre, la pilosité, la plupart du temps, quand il y a une hyperpilosité chez les femmes, c'est qu'il n'y a pas assez de masse grasse, donc c'est plutôt le cas des filles en anorexie, parce que les cellules graisseuses produisent des œstrogènes, et si on ne produit pas assez d'œstrogènes, ces filles se retrouvent en dominance de testostérone, et donc quelque part, c'est la testostérone qui prend le dessus et qui amène à cette production de caractère sexuel secondaire masculin. D'ailleurs, tu le vois, les filles qui n'ont pas assez de masse grasse, souvent, elles n'ont pas de seins, elles n'ont pas de hanches, elles n'ont pas de fesses. Ce sont des caractéristiques sexuelles normaux de développement de la femme. Et donc, elles ont de la pilosité, c'est-à-dire qu'elles sont plus proches d'un homme, d'une certaine manière. Voilà. J'espère que je répondrai à ta question. Est-ce que c'est un signe de bonne ou mauvaise santé? C'est un signe de système endocrinien soit super sollicité, soit bien costaud. Allez, question de David, c'est la dernière. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des surdoués au potentiel. Je te demande, Thierry, si tu peux parler de cette douance, qui est vraie ou fausse, c'est un mystère. Donc, je te propose de faire une vidéo là-dessus parce que c'est d'actualité aussi, que ça pourrait aider certaines personnes. Non, elle est intéressante ta question, c'est juste que... Alors moi déjà, je vais te dire, a priori, alors là le problème c'est qu'on me demande mon opinion, donc c'est moyennement intéressant parce que c'est mon opinion, mais je vais te dire quelques réflexions. Quand on parle de surdouance, a priori je vais te dire, c'est le genre de truc, ça me file des crises d'urticaire, c'est comme un peu avec les enfants indigos à mon époque,
Hein. Les enfants indigos, pour moi, c'était surtout des parents complètement débordés par les enfants, qui captaient Z, et qui se laissaient déborder, qui disaient « Ah, mon enfant, il est indigo ». Il n'est pas indigo, ton enfant, il est en stress, c'était des enfants hyperactifs avant l'heure. Pourquoi? Parce que leur cerveau n'était pas alimenté correctement en sang. Donc c'était des enfants qui étaient en détresse, en vraie détresse morale, et puis on en faisait des espèces de petits, des petites icônes. Hein. C'est un enfant indigo. Pour moi, ces histoires de douance et de surdouance, c'est une façon de s'extraire du commun, de se mettre en dehors du commun, et de critériser les gens de manière complètement illusoire. Puis de toute façon, je vais te demander, douance et surdouance en quoi? C'est des surdoués intellect? C'est des surdoués de l'amour? Parce que moi j'aimerais bien avoir un peu plus des surdoués de l'amour. Ce qu'on voit, c'est des surdoués, bon ok, ils arrivent à faire quelques performances un peu plus que les autres, ok, et d'autres en moins que les autres. Tout ça pour moi c'est des critères, c'est des cases dans lesquelles on se range, on se donne une identité fallacieuse, on essaye de s'extraire de la masse des autres pour quelque part pour transcender son propre mal-être. Hein. Je suis désolé, c'est un peu cinglant, mais c'est mon opinion. On demande mon opinion, je donne mon opinion avec ses limites. Hein. Moi, la seule surdouance qui m'intéresse, c'est la surdouance de l'amour. Et la surdouance de l'amour, c'est un véritable challenge. Et la surdouance de l'amour, elle ne se gonfle pas d'orgueil. Hein. Pour ceux qui taquinent la Bible, hein, on prendra 1 Corinthiens 13, hein, ils disent bien, hein, l'amour ne se réjouit pas de la difficulté de l'autre, l'amour ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour tolère tout. Ça, champion de l'amour, hein, surdoué de l'amour, alors ça, on en a vraiment, vraiment besoin. Mais pas l'espèce d'amour guimauve là qu'on nous sort là à Saint-Valentin. J'ai vu toutes les vidéos de service à la Saint-Valentin, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et attends, mais t'es qui toi pour prononcer ces mots? Ils devraient te brûler les lèvres. Quand tu dis je t'aime, il y a une exigence qui est une exigence folle. On ne devrait jamais prononcer ces mots en vérité. Parce qu'on va être jugé à l'égard de ces mots. Et aimer, aimer, c'est mourir à soi-même. C'est-à-dire c'est ne plus avoir de besoins propres et servir. Servir le monde en entier. Et ça, c'est une exigence qui est juste une exigence folle qu'on n'est pas capable de tenir. Délibérément. L'amour, c'est magnifique, c'est une tension pour moi. C'est aller vers l'amour. Mais le vivre complètement, vivre l'amour. Quand on te parle, moi je suis dans l'amour inconditionnel. Tu es dans l'illusion inconditionnelle, hein. Enfin, faut pas rigoler quoi. Donc oui, la surdouance de l'amour, ça j'ai envie de voir. Après la surdouance technique, je pense qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont atypiques, particuliers, en souffrance, en stress, en détresse. Que parfois les parents complètement débordés, les classes surdouées, c'est une façon de se rassurer. Mais malheureusement, c'est une façon aussi de ranger l'enfant. Tu sais, c'est un peu comme ces enfants là qui étaient promis un destin d'empereur ou de roi qu'on met un peu à part, on met à côté, tu vois. Et puis là, on le place sur son petit trône et puis on n'y touche plus. C'est un enfant surdoué. Non, c'est un enfant en détresse la plupart du temps. C'est un enfant qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être accompagné. D'ailleurs, on a tous besoin d'aide et d'être accompagné. Mais pour moi, ces notions de surdouance, c'est juste faire encore des cases et c'est pareil. Il y a celui qui est surdoué et celui qui ne l'est pas. C'est une façon de se rassurer, certes, hein, mais le problème, la question, elle n'est plus de se rassurer. La question, elle est de répondre aux vrais besoins physiologiques de l'individu, et de l'enfant en particulier. Parce qu'on est en train de faire une génération sacrifiée de cobayes, et moi, ça m'effraie littéralement, quand je vois ces enfants qui naissent bombardés de rayonnements électromagnétiques, qui naissent soumis à tous ces polluants chimiques dans l'atmosphère et qui se ramassent ceux de leur mère. Alors là, je pense qu'il y a un vrai souci, il y a un vrai grand souci. Ce sont des enfants qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être détoxifiés. Et on a besoin de champions de l'amour et de champions du soin pour réaliser ces tâches. On a besoin de surdouer du soin à l'autre, du surdouer d'attention à l'autre. Et c'est vraiment ce que j'aspire, ce à quoi j'aspire dans ces vidéos. C'est que vous saisissiez cette connaissance, que vous l'appliquiez à vous-même et qu'ensuite vous alliez la porter. Pour vraiment bousculer les choses, bousculer ces espèces de citadelles dans lesquelles on t'arrache des morceaux des boyaux, dans lesquelles on t'enlève les intestins, dans lesquelles on t'enlève le côlon en impunité totale et on te dit non mais ça sert à rien, pose pas de questions, t'es pas spécialiste de la discipline. Et toi t'arrives avec tes jus, t'arrives avec ton juiceur sous le bras, hein, t'arrives avec ton huile de ricin sous l'autre et tu dis mais attends mais moi je vais t'apporter la santé, je vais t'apporter la connaissance. Et à la fois tu apportes le soin et tu apportes la connaissance et tu donnes à l'autre la possibilité mais vraiment de s'autonomiser, de s'affranchir de toute forme de tutelle et d'être responsable de sa santé, d'alimenter sa santé au quotidien et de faire collectivement, individuellement et collectivement des choix de vie qui vont dans le sens de la régénération.
De toute façon, il n'y a pas de choix. Soit tu dégénères, soit tu régénères. On va me dire, ah, le gars, c'est gourou, secte et machin chose. Mais non, c'est juste, mais ouvrir les yeux. Je veux dire, soit tu laisses les forces de l'homéostasie normale du corps s'exprimer et à ce moment-là, tu te répares. Soit tu ne les laisses pas s'exprimer et à ce moment-là, tu dégénères. Il n'y a pas d'entre-deux. Il s'agit de se positionner. Il s'agit de choisir. Maintenant, les lignes de bataille, elles sont clairement tracées. Les lignes de bataille, c'est entre dégénérescence et régénérescence. Et il s'agit de se positionner. Chacun d'entre nous, on a à se positionner. On a à se positionner pour nous-mêmes, pour nos proches, pour tous les gens que nous allons croiser. Et c'est là la surdouance. La surdouance, c'est d'être capable de prendre l'autre là où il en est et de l'accompagner. Et de se perdre là-dedans. De se perdre, de ne pas compter son temps, de ne pas compter son attention, de ne pas compter son soin. Ça, c'est la vraie surdouance. Les autres surdouances, sérieusement, moi, ça ne me change rien à ma vie. Et je ne crois même pas qu'au niveau sociétal, on en ait besoin. C'est vraiment tout le challenge de ces vidéos. Et je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur, de participer à cette formidable aventure. Vraiment, je suis très touché. Quand je vois tous ces gens à Paris, vous étiez plus d'une centaine à Paris, hein, pour vraiment pour apprendre, vous approprier, comprendre et vous affranchir. Là, on a peut-être une chance. On a vraiment une chance. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite de pouvoir prendre soin de vous, des enfants, de sortir de ces carcans et de ces citadelles d'incompréhension et d'ignorance finalement pour vraiment vous affranchir et aller vers la connaissance. Parce que la connaissance, elle libère. Bonne régénération.